Je m'appelle Alfred El-Koubi. Je suis né le 19 juin 1926 à Tlemcen, en Algérie. Nous sommes arrivés à Marseille. Mes parents avaient décidé de venir à Marseille avec les 8 enfants. À Marseille, nous sommes arrivés en 1936. Donc vous aviez 10 ans. J'avais 10 ans quand je suis arrivé. Quelle était la profession de vos parents et de votre père, notamment? Ma mère avait une filature de tapis, c'est-à-dire qu'elle savait dessiner des tapis qui étaient renommés à Marseille, à Tlemcen, et c'est elle qui les dessinait. Alors, en les dessinant, elle avait pensé que la meilleure des choses était d'avoir une fabrique, une filature. Et je me rappelle avoir vu à cette époque les ouvrières expédier des tapis. Un était expédié au Faubourg Saint-Honoré. Dans un magasin, vous voulez dire? Le président de la République. Un était expédié au président, il est resté à l'Élysée. Et un autre a servi à l'exposition coloniale de Paris, donc c'était une référence. Et quant à mon père, il avait un magasin, une épicerie, et ensuite, son vrai métier, c'était maître d'hôtel qu'il avait appris en Belgique. Mon père a fait la Belgique, et est rentré ensuite de Belgique en Algérie pour se marier. Quand vous dites « a fait la Belgique », ça veut dire quoi? Il a vécu en Belgique. D'accord. Et donc, au début du siècle. D'accord. Et donc, il est devenu épicier, en fait, à Tlemcen. Il est devenu épicier à Tlemcen. Il avait aussi une autre qualité, il était loueur de vaisselle, tout ce qui convenait pour une réception importante. Et il avait tout ça en stock, des assiettes, des nappes, des tréteaux, des fourchettes, des cuillères, des fourchettes, des couteaux. Et c'était son gagne-pain. Mais j'imagine quand même, vous voyez d'ailleurs ma question même, je vous ai surtout demandé la profession de votre père, et je suis surprise que votre mère ait travaillé. C'était très inhabituel, j'imagine, à l'époque. J'avais notre grand-mère, la mère de mon père, qui vivait à la maison. Et quand vous saurez comment on vivait en Algérie, toutes les mauresques qui travaillaient à la filature venaient aider la maison, notre maison, et nous les connaissions tous, et elles nous connaissaient tous, et nous nous sommes tous attachés à elles. Donc elle venait à la maison, ce qui permettait à ma mère de créer des tapis et de surveiller son usine. Mais c'était une femme très, très singulière, votre mère, parce que j'imagine que c'était assez... C'était une femme exceptionnelle, aux qualités multiples. Elle savait tout faire. Qui avait eu beaucoup d'enfants, qui en même temps travaillaient. 8 enfants. Vous étiez donc? 8 enfants, j'étais donc le 3e, le premier des garçons. Et la plus jeune, enfin, je ne vais pas vous demander de décliner tous les frères et sœurs, mais par exemple, le plus jeune des enfants, c'était une fille, un garçon? C'est une fille qui est née en 1935, donc qui est morte il y a 6 ans. Si je peux vous dire, j'ai une sœur qui est vivante, qui a actuellement 82 ans. J'ai une deuxième sœur qui aurait 80 ans aujourd'hui, qui n'est plus vivante. Votre serviteur a 78 ans et demi. Ensuite, j'ai des sœurs et des frères, dont une petite sœur qui était avec nous à Auschwitz. Je vous ai parlé tout à l'heure, qui a fait aussi Auschwitz, qui a été arrêtée avec mon père et moi. Votre petite sœur s'appelait comment? Celle qui a été Marie. Marie. Et elle était née en quelle année? Non, elle n'est pas décédée. Elle est vivante, elle est rentrée très malade. Elle a subi, je pense qu'elle a dû subir des expériences médicales, parce qu'elle est comme ça. Et elle avait quel âge quand elle a été déportée? Elle avait 13 ans. Je crois qu'elle a été déportée avec Simone Veil, au même convoi que Simone Veil. Il me semble qu'elle était avec nous. Alors, si vous pouviez me décrire un petit peu la vie dans votre famille, dans cette avant-guerre, on va peut-être déjà... La vie de notre famille peut se résumer en très peu de mots. C'était la joie de vivre. 8 enfants autour d'une table avec un père et une mère exceptionnels qui nous avaient donné le sens de la responsabilité, de l'éducation, de la correction. C'était des moments merveilleux qui ont bercé ma jeunesse.
aussi bien à Tlemcen qu'à Marseille. Et j'ai le souvenir qu'il y avait toujours quelqu'un à notre table, ou plusieurs personnes, que mon père réussissait à attraper, ou à la synagogue ou ailleurs. C'était des soldats juifs qui voulaient manger kasher et pratiquer le samedi, et mon père les amenait à la maison. Et c'était une joie immense d'être à la maison. Voilà comment nous avons vécu jusqu'au jour où, personnellement, je crois qu'il faut le dire, j'étais très intéressé à tout ce qui se passait, aux événements, notamment ceux de la guerre, ou celles qui laissaient prévoir qu'il y aurait la guerre dans pas longtemps. Nous habitions à Marseille, le quartier qui jouxtait le Petit Marseillais, qui était un journal à l'époque important, et le Petit Provençal, qui était un autre journal important. Et nous étions là, moi j'étais à 10 mètres de l'imprimerie, aussi bien du Provençal. Et il y avait un tableau, à l'époque il n'y avait pas de radio, pas de ceci, pas de cela, il y avait un tableau qu'un employé venait changer à la craie les textes tout à fait à chaque moment d'événements importants, et je m'y intéressais. C'est-à-dire que dès que je sortais de l'école, je me précipitais pour voir le tableau, et je retournais 1 heure après pour savoir s'il y avait des changements. Et tout ça, j'avais 10 ans ou 11 ans. Et j'achetais un journal avec l'argent que me donnait mon père. Et quel était ce journal? C'était pas Tintin, c'était pas Aventure, c'était le Figaro. Je lisais le Figaro déjà à cet âge-là, et je m'intéressais à tout. Et quels sont les événements, justement, dont vous vous souveniez avant la guerre? L'événement le plus marquant, j'en ai donné une explication aux uns et aux autres. Je crois qu'il faut bien l'expliquer. C'est en 1938. J'étais enfant de chœur à la synagogue de la rue Breteuil à Marseille. Et un samedi, j'étais fort étonné qu'on interrompe la prière. Et je voyais bien qu'il y avait des mouvements dans la synagogue en se demandant qu'est-ce qui avait pu se passer. Et là, j'ai appris que Daladier revenait de Munich avec comment dirais-je, la paix signée avec Hitler. Et je me suis hasardé un compliment. Par la suite, j'ai appris que Daladier a dit à quelque chose près la même chose en descendant de l'avion. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible, il n'a pas le droit de faire ça. Nous allons à la guerre. Et j'avais 12 ans. Et c'est resté autour de mes amis. Chaque fois qu'on se remémorait cette période, mes amis me disaient, tu avais vu juste, toi. Mais évidemment, en 1938, signer la paix avec un Hitler qui ne respectait pas ses engagements, ni ses traités de paix, c'était facile à comprendre qu'on aurait la guerre. Et à partir de ce moment-là, j'étais inquiet. Les Sudètes, Munich, l'Allemagne, ça vous semblait pas loin du tout, ça vous semblait très proche. J'avais l'impression que nous allions un jour ou l'autre payer l'addition. Nous avions un jour ou l'autre, nous, Juifs, être comment dirais-je, les esclaves du Reich. Ça, vous aviez le sentiment je l'ai senti, très jeune. En tant que Juif, et pas obligatoirement en tant que Français? Non, pas en tant que Juif, en tant qu'être humain de confession juive, mais parce que j'avais ce sentiment-là que je ressentais. Il se passait des choses qui n'étaient pas normales. C'était en contradiction avec la joie de vivre de la famille. Nous étions heureux de vivre à Tlemcen, aussi bien à Tlemcen qu'à Marseille, et subitement tout s'assombrissait. Donc je sentais ça, je le ressentais. J'ai tellement ressenti que je passe les périodes. À l'école, je me souviens, après la débâcle, en 40, Pétain a été nommé, et je me souviens que 15 jours ou un mois après, le professeur, on disait que j'étais un bon élève, professeur que j'aimais beaucoup, nous obligeait à chanter Maréchal nous voilà, en se levant, et il fallait chanter Maréchal nous voilà. Et moi, la première fois j'étais surpris, je me suis levé, puis après j'ai plus voulu me lever pour chanter, puis ça n'a pas plu au professeur. Mais j'avais constaté qu'une partie de la classe était d'accord avec moi, et une autre partie de la classe était d'accord avec le professeur qui chantait dans Maréchal nous voilà, mais à tue-tête. Et ça m'a donné l'occasion de quitter l'école. Je ne voulais plus être assujetti à cette contrainte de chanter Maréchal nous voilà, alors que je savais que le maréchal, un jour ou l'autre,
signera ou sera complice de ce qui s'est passé. Je ne me suis pas trompé. Donc vous étiez un enfant quand même assez sensible à ce qui se passait autour de lui. Vous étiez un enfant comment, sinon, si on vous prend en 1939, c'est-à-dire à 13 ans, vous étiez... J'étais un enfant dont on disait que je serais certainement destiné à poursuivre des études dans des grandes écoles. J'étais un enfant, nous allons rentrer dans le domaine religieux, si vous vous permettez. À 10 ans, quand on a quitté l'Algérie, ma grand-mère, qui nous avait élevés tous, a eu énormément de peine et n'acceptait pas que je ne fasse pas ma célébration de la bar mitzvah de son vivant. Sachant qu'elle était âgée, que si je devais passer ma bar mitzvah à Marseille à 13 ans, elle ne serait pas là pour me voir. Et alors les rabbins en aéropage ont décidé que j'étais suffisamment mûr à 10 ans pour célébrer ma bar mitzvah. Donc à 10 ans, il y a eu un accord des rabbins de Tlemcen attestant que j'étais suffisamment mûr pour pratiquer cette bar mitzvah sans que je sois obligé de respecter les contraintes de date. Voilà. Donc, peut-être ça vous permettra de juger le garçon que je suis. Ensuite, j'ai eu la chance d'avoir un grand professeur à Tlemcen qui a marqué le rabbinat français, dont le fils est conseiller d'État. Il s'appelle Adas Lebel, peut-être vous le connaissez, non? Adas Lebel. Son père était mon professeur que j'ai vénéré. J'ai vénéré parce que c'est un pédagogue né et j'avais besoin, moi, d'avoir en face de moi quelqu'un avec qui je dialogue et que je ne considère pas qu'on était là comme des potiches. Apprendre. Donc, il m'avait appris à aimer à apprendre. C'était très important. Donc, si vous voulez, j'ai quitté Tlemcen avec ce bagage-là. Ce bagage qui m'a suivi à Marseille aussi, puisqu'à Marseille, j'étais Yonei, j'étais enfant de chœur, j'étais un bon élève. Que vous dire d'autre? Vous avez parlé de la religion, donc visiblement la religion tenait une très grande place dans votre famille. Oui. Vous étiez une famille pratiquante. Oui. Est-ce que vous-même, vous étiez un enfant, vous étiez croyant, vous étiez... Infiniment. Infiniment. Tout à l'heure, je vous donnerai un détail de ma croyance, puisque ça s'est révélé, comment dirais-je, au cours de ma déportation. Alors, pour arriver donc à cette année 1939 qui voit le début de la guerre, puisque vous étiez particulièrement attentif à tout ce qui se passait autour de vous, j'imagine que vous avez un souvenir, et puis vous aviez quand même 13 ans, vous avez un souvenir particulièrement vif, j'imagine, de cette année qui voit se succéder la déclaration de la guerre, ce qu'on a appelé la drôle de guerre, et puis évidemment la débâcle, l'exode que vous n'avez pas vécu puisque vous étiez à Marseille, et finalement la demande d'armistice du maréchal Pétain en juin. J'ai vécu puisque arrivé à Marseille, quantité de réfugiés de toute la France qui descendaient sur Marseille, sur le sud de la France, où on pensait qu'à Nice, Grenoble et Marseille, on serait tranquille. Alors quel souvenir vous avez de cette année-là qui a vu comme ça se succéder tellement d'événements tragiques? Comment j'ai réagi? Oui, quels sont les souvenirs? Est-ce que votre père, par exemple... Eh bien, mon père et ma mère, je n'arrêtais pas de leur dire « Papa, il faut partir, il faut quitter la France, il va nous arriver une catastrophe. » Et mon père me disait « Il faut beaucoup d'argent pour partir avec 7 enfants, puisque nous avions perdu une sœur, 7 enfants jeunes, avec un... ça n'est pas facile de déménager avec 7 personnes. On venait déjà de déménager d'Algérie, repartir pour aller où? En Espagne, en Suisse. Moi, en Suisse, j'ai essayé d'y rentrer à un certain moment parce que j'étais chargé de loger des gosses. J'ai pas pu rentrer. Donc, aller où? En Italie, c'était aussi bien dangereux. Qu'est-ce qui restait? L'Amérique. Mais l'Amérique... Il fallait un bateau pour y aller. Il n'y avait plus de bateau qui faisait l'Amérique à ce moment-là. Et puis, il fallait beaucoup d'argent. Donc, on était resté à Marseille. Mais j'avais conseillé à mes parents de partir. Oui, parce qu'en plus, à Marseille, vous étiez aux premières loges pour voir tous les réfugiés qui arrivaient. Oui, mais pas la guerre. Ça commençait, si vous voulez, à être, comment dirais-je, catastrophique au moment où les Allemands sont rentrés à Marseille. Mais jusque-là,
je ne dis pas que nous étions tranquilles, au contraire, on se cachait tous les jours. Mais on n'avait pas ce sentiment de l'arrestation qui allait subitement arriver d'une minute à l'autre. Alors si on s'arrête quand même avant novembre Oui, 1942, donc l'invasion de la zone sud, donc vous nous racontez qu'en 1940, il vous est insupportable de chanter Maréchal nous voilà. oui, Donc vous êtes à l'école, oui. Vous arrêtez l'école, c'est ça? J'ai quitté l'école. Quand J'ai est-ce que quitté vous avez- l'école. J'ai quitté l'école, ça doit être en 41. Fin 40, début 41. Et évidemment, j'ai voulu travailler parce qu'un salaire de plus dans la maison, hein, avec les événements que nous passions, c'était très important. Et j'ai cherché à travailler à droite ou à gauche. Et subitement, quelqu'un me dit, vous m'intéressez, j'aimerais que vous veniez travailler chez moi. Pour faire quoi? Pour créer des corsets. Pourquoi pas? Je vous apprendrai à créer des corsets. Les femmes portent beaucoup de corsets, la société est florissante, vous avez votre destinée, et puis moi je cherche un bras droit pour me succéder, J'étais jeune, je peux peut-être... Bien sûr, peut-être. Et voilà que j'ai passé 15 jours dans cette maison, où j'étais le chouchou du personnel, bien entendu. J'étais jeune, j'avais envie d'apprendre. Il m'avait appris à découper des matelas de satin avec le ciseau électrique. J'étais heureux comme tout, j'apprenais un métier. Je sortais du... Et puis, 15 jours après, il me fait venir dans son bureau. Entre-temps, je ne comprenais pas qu'il me fasse livrer du charbon chez lui. Il m'avait donné une poussette, il me dit, allez apporter le charbon à la maison, ou faites-moi ces courses. En moi-même, je me suis dit, il m'avait embauché pour le seconder, subitement je fais ça. Et puis, quelques jours après, il m'a dit, venez, on va discuter ensemble. Je lui ai dit, ça y est, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Et il m'a dit, il faut que vous partiez. Je lui ai dit, je peux avoir une explication? Non, il m'a dit, pas d'explication à vous donner. Je lui ai donné, vous dites-moi au moins si j'ai pas fait mon travail, si vous avez quelque chose. Non, rien du tout. Et hop, puis d'une façon désagréable. J'avais compris par la suite qu'il avait appris que j'étais juif et qu'il... Bon... Alors, à ce moment-là, un de mes amis m'a dit, je vais te faire rentrer, qui était une personne importante dans un club de philanthropie, je vais te faire rentrer dans une société extraordinaire qui s'appelle les cafés SOS, qui était les cafés Le Brésilien. Le café Le Brésilien, à l'époque, à Marseille, c'était l'équivalent du café La Carte Noire de maintenant, ou café Maurice, ou café Le Gall. C'était très, très important. Alors j'ai eu un entretien avec ce président qui a trouvé que j'étais un garçon charmant qui pouvait faire l'affaire, parce qu'il recherchait. Il m'a dit, j'ai un agent en douane qui va prendre sa retraite, j'aimerais que vous le remplaciez. Et il me présente à une dizaine de personnes qui occupaient le bureau d'à côté. Il dit, voilà, c'est le nouveau collaborateur. Le chef de service me dit, un peu contrarié, au début contrarié, mais après il s'est mis à pleurer. Vous allez vous faire vos preuves en faisant telle formalité. Le garçon qui faisait ces formalités-là va partir à la retraite, et nous aimerions que vous le remplaciez. Ça consistait en quoi? Il fallait aller à la gare des Abeilles, à côté de son bureau, et dédouaner des wagons qui arrivaient d'un peu partout en France avec des glands, de l'orge, de tout ce qu'il fallait pour faire de l'ersatz de café, puisqu'il n'y avait pas de café à l'époque, on faisait du café avec la chicorée, des glands, etc. Et j'y suis allé avec tous les papiers qu'il fallait, et je suis retourné une demi-heure après. Et là, le chef de service a levé le bras au ciel, on dit, j'en étais sûr, ça ne pourra pas aller, mon petit, ça ne pourra pas aller. J'ai dit, qu'est-ce que pour papa? Ben, il m'a dit, je vous ai dit de faire tout ça. Mais je lui ai dit, mais je l'ai fait. Comment vous l'avez fait? Votre prédécesseur mettait une journée pour le faire, et vous l'avez fait en un quart d'heure, puisqu'il fallait faire l'aller-retour. Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, faites voir les papiers, puis quand il a vu que tous les papiers étaient en règle, il est allé le dire au président. Le président dit, je vous avais dit que nous avions trouvé quelqu'un d'exceptionnel.
Alors là, j'étais devenu encore le chouchou de ces dames, de ces messieurs, de tout le monde. J'étais jeune à l'époque. Vous aviez quoi, 15 ans là? 14, 15 J'avais ans? 15 ans. J'avais peut-être 15 ans et demi. On est Oui, en 15 ans, 41. c'est ça, 15 ans, oui. Et évidemment, après avoir passé un mois dans cette... Ça s'appelait le comité d'organisation des cafés. C'est-à-dire que les cafés sauce, les cafés le brésilien, le président avait une telle notoriété qu'il avait été nommé par le Vichy pour être le président de la commission des cafés. À l'époque, il n'y avait plus de syndicats, pour que vous sachiez. Donc, le gouvernement avait créé des comités d'organisation de tout, de la sidérurgie, du textile, du café, de l'alimentation, etc. Et c'était ce monsieur qui a été nommé pour diriger l'organisation des cafés et la répartition des cafés à travers la France. Et lui aussi, un jour, m'a convoqué dans son bureau, alors les larmes aux yeux, en me disant « Monsieur El-Koubi », il m'appelait Monsieur El-Koubi, « il faut nous quitter. » Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, je ne voulais pas vous le dire, mais et il m'a montré une lettre où, évidemment, aucun juif ne devrait travailler au comité d'organisation de quoi que ce soit, des cafés notamment. Et si c'était le cas, vous devez mettre fin au contrat immédiat, au reçu de la lettre. Il m'a dit, vous êtes obligé de partir tout de suite. Et je suis parti. J'avais laissé des regrets, bien sûr. Et moi aussi, j'avais regretté parce que l'ambiance était bonne. Et puis, je faisais quelque chose qui m'intéressait. Alors, puisque j'avais fait de la visite au gare avec des papiers et des formalités, je me suis dirigé vers une société de transport. Et là, j'ai découvert deux garçons un peu farfelus qui sortaient de chez Gondran, qui était le grand transporteur de France. À l'époque, c'était le numéro 1 ou le numéro 2 peut-être de France. Deux chefs de service qui ont créé, sachant qu'il y avait un fromage là-dedans, ils avaient créé une société de transport et ils avaient besoin d'un garçon qui fasse tout, les courses, machin, etc. Et je me suis présenté à eux, mais j'ai constaté que le bureau était dans un état lamentable, la machine ne marchait pas, rien n'était bon. Ces deux garçons qui avaient envie de vivre, tout était facile à l'époque. On vendait du transport. Et ils sont partis, tous les deux, je ne sais pas, déjeuner ou pas. Quand ils sont revenus, ils ont vu le bureau très propre, lavé. J'avais astiqué par terre, j'avais lavé les murs, j'avais nettoyé la machine à écrire. Et évidemment, quand ils ont vu ça, ils m'ont dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui a fait ça? Moi, je ne peux pas travailler là. Alors, ils se sont regardés, puis il y en a un qui a dit, tu ne crois pas qu'on devrait lancer le travail demain matin? Mais il m'a dit, demain matin, vous pouvez commencer à 6 heures, il faut lancer le travail avec les camions. On avait des camions à gazogène qui sillonnaient la ville. Mais 9 fois sur 10 tombaient en panne. Et il y avait des demandes. Mais évidemment, il n'y avait pas d'essence. Vous pensez bien qu'il y avait du transport, des camionnages. Ça continuait à travailler. Les huileries, même s'ils faisaient de l'huile, de mauvaise huile, elles travaillaient. Les savonneries aussi, avec un mauvais savon. Les fabriques d'apéritifs aussi. Les fabricants de chaussures. Il y avait du travail. Alors j'ai décidé, j'avais dit à mes patrons, ces deux jeunes garçons, j'ai une idée, moi, vous allez voir comment on va travailler. Et j'avais transformé des camions, le plateau de camions, avec des chevaux. J'avais attelé des chevaux aux camions. Et j'étais réputé à Marseille pour être celui qui avait fait des miracles dans le transport, puisque j'avais réussi à créer comment dirais-je, un ensemble de camions pour faire des transports qui rapportaient beaucoup d'argent, mes patrons, énormément, parce que j'ai été demandé de tous les côtés pour faire des transports. Alors ça, ajouté à d'autres améliorations que j'avais fait aussi, je me souviens que j'avais créé l'affrètement. C'est-à-dire qu'à l'époque, un transporteur avait ses clients. C'est-à-dire que moi, j'avais du fret. Je cherchais du fret en me disant, si j'ai du fret, je trouverai des camions. Les camions, c'est facile. C'est difficile, c'est d'avoir du fret. Alors j'avais démarché des usines pour avoir du fret. Et j'ai donc réussi à... Et c'est dans cette société-là qu'en revenant des quais, où j'avais encore lancé quelque chose,
une des secrétaires me fait des grands signes à la fenêtre. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait. J'ai fait beaucoup de coups. Elle insistait lourdement. Moi, je voulais savoir ce qu'elle voulait. Je suis rentré au bureau, c'est au premier étage. Et là, épinglé par un milicien qui m'a mis le revolver sur la tempe. Voilà, voilà, je sors des étapes. Là, on est en mai 44. Si vous le permettez, on va revenir un tout petit peu en arrière pour l'instant. Ce que vous me décrivez, en fait, c'est que vous avez eu à subir des discriminations anti-juives de façon extrêmement fréquente. Oui. Vous me disiez également, finalement, que jusqu'en 1942, ça allait plus ou moins. Plutôt moins que plus. Alors racontez-moi comment c'était avant 42 et racontez-moi ce qui s'est passé après novembre 1942. Jusqu'en 42, du point de vue de votre statut. Nous n'étions pas en sécurité. Mon père travaillait, il était maître d'hôtel dans une brasserie et il avait réussi à obtenir du propriétaire de sa brasserie que nous cacherions sous les banquettes chaque fois qu'il y avait une alerte d'arrestation. Parce qu'il y avait des arrestations en zone sud, évidemment. Il y avait des arrestations, il y avait la fameuse arrestation du port, de beaucoup de juifs de certains quartiers de l'Opéra, par exemple, et nous savions que nous étions encore en péril. Alors il fallait qu'on se cache. Et nous nous cachions sous les banquettes, avec cette peur au ventre. Chaque fois qu'un faisceau lumineux balayait la brasserie à travers des grilles, nous avions peur que les SS ou les miliciens rentrent et nous arrêtent. Donc, ce n'était pas un climat de sécurité. Mais il faut dire que j'étais un peu casse-cou. C'est-à-dire que je travaillais bien, j'avais des gens qui me faisaient confiance, il fallait que je me démène pour eux. Si bien que je ne réalisais pas toujours le danger. Jusqu'au jour où j'ai touché du doigt, mon père a touché du doigt le danger, lorsque ma mère a été arrêtée en 1943. Ma mère a été arrêtée en 1943. Mon père a compris que c'était une catastrophe, que nous passerions tous. D'autant plus qu'elle m'a sauvé la vie. Quand je l'ai vue, je suis allé à l'endroit où je pensais qu'elle serait. Et quand j'ai vu qu'il y avait un attroupement avec des barrières et des SS, les mitraillettes au poing, et des miliciens, je comprenais qu'il se passait quelque chose de grave. Et j'ai vu monter ma mère sur le camion, et elle m'a fait signe en criant, en hurlant, de me sauver. Donc, alors que je voulais franchir le cordon pour aller me rejoindre ma mère. Mais quand elle m'a dit « sauve-toi, sauve-toi » en criant, j'ai compris qu'il fallait que je me mette à l'écart. Et je suis rentré à la maison en disant à mon père, voilà, maman a été arrêtée. Elle a été arrêtée où? Dans la rue? Elle a été arrêtée à l'UGIF, l'Union des Juifs de France, l'UGIF. Elle était allée parce qu'on était tous répertoriés à l'UGIF. Il y avait un détail que j'ai oublié de donner, c'est lorsque mon père a lu le décret qui nous obligeait à tamponner nos cartes d'identité, et je lui avais déconseillé de le faire, mais il était le premier à la queue au commissariat. Il a dû se lever à 6 h du matin avec les cartes d'identité de tous mes frères et sœurs et les siennes pour faire tamponner en me disant « mais il n'y a rien à craindre, moi je suis un Français, j'ai fait Verdun, je ne vois pas pourquoi je vais craindre quelque chose. Il y a un décret qui est passé, il faut respecter. Nous sommes des légalistes, nous ne sommes pas des réfractaires. » Et je lui ai dit, c'est pas bien ce que je fais, et nous l'avons payé très cher. Donc ça, c'est un événement qu'il fallait connaître, l'engouement des Juifs français qui allaient respecter un décret de la France. Et après l'arrestation de ma mère, mon père a décidé à ce moment-là de loger deux sœurs et un frère à Lourdes et 2 autres sœurs en Ardèche. Quant à moi, j'étais chargé jusque-là de placer des enfants orphelins, de parents déportés, de les placer un peu partout dans des fermes. Vous étiez chargé par qui? Par les EI. J'avais un chef, les éclaireurs israélites. Auxquels vous apparteniez déjà avant la guerre? J'appartenais, mais j'avais un chef au-dessus de moi, à qui je rends
hommage aujourd'hui. Il s'appelait Léo Cohn, qui est très connu, qui était mon chef direct et qui, lui, me disait d'aller voir à droite ou à gauche où est-ce qu'on pourrait loger des enfants gardés par des familles non juives. C'est comme ça que j'ai pu aller jusqu'à la frontière suisse et j'ai loupé l'entrée. C'est comme ça que j'ai pu aller jusqu'à Grenoble, à Uriage, pour essayer de trouver, je n'ai pas trouvé. Si bien que moi, je n'en ai pas trouvé. Mais lui en avait trouvé une pour moi en me disant, bon, c'est ton tour maintenant, alors tu laisses tomber ton travail et c'est moi qui te loge maintenant. Et il m'a logé à Carpentras, près de Carpentras, à Saint-Didier, c'est au Mont Ventoux. Il a trouvé une famille de paysans. Il ne savait pas ce qu'il valait, mais il m'a dit, tu vas bien voir comment tu es traité. Et il m'a présenté à un monsieur que je vénérais par la suite, puisque je suis allé plusieurs fois sur sa tombe. Et cet homme-là est exceptionnel. Il ne m'a jamais posé la question si j'étais juif ou pas. Il avait un souci en tête, que je mange bien. Il trouvait que les restrictions que j'avais subies pendant les premières années de la guerre avaient fait de moi penser que j'étais un peu un cadavre. Il voulait absolument que je grossisse et me faisait manger. Il faisait manger de tout. Il avait ce souci, mais je travaillais dur. La première fois que j'ai travaillé, quand je suis arrivé, c'était en quelle année à peu près? C'était en quelle année à peu près? C'était en 43. D'accord. En 43. Quand je suis arrivé à 43 dans cette ferme, le propriétaire qui ne savait pas qui j'étais, il s'est attaché à moi par la suite, et moi je ne savais pas à qui j'avais affaire. Nous sommes arrivés à la ferme à 2h ou 3h de l'après-midi, et tout de suite après, nous sommes allés sur les terres, dans les champs. Et il m'a dit, voilà, tu dois ramasser les pommes de terre dans ce sillon-là, et quand tu arriveras au bout là-bas, tu reviendras ici, et quand tu seras là, tu retourneras là-bas. Oh là là, j'ai jamais fait ça, je ne pourrais pas lui dire. Et j'ai commencé à ramasser des pommes de terre sur le sillon en pleurant. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je voulais être honnête avec cet homme-là. J'ai fait tout ce travail et c'était la seule fois où je me suis mis à pleurer. C'était la seule fois jusqu'à la fin de la guerre. Je n'avais pas pleuré. Ça m'avait fait quelque chose et il s'était aperçu. Alors, quand je suis rentré des terres, il m'a dit, voilà ta chambre. Et il m'a montré un lit qui avait dans un débarras où il y avait des clés de pommes, de toutes les récoltes du raisin, des pommes qui étaient dans des clés, avec sa réserve d'alcool et autres. Et il m'a donné ce lit. J'ai dit, ce lit, ça ne me faisait rien. C'est surtout, mais quand le matin je me suis levé et que j'ai trouvé un lait chaud, un café chaud, des amandes, on mangeait beaucoup d'amandes parce qu'il y avait beaucoup d'amandiers, des olives, il y avait beaucoup d'oliviers, du jambon cru, enfin, jambon de Bayonne, du pain qu'il faisait, il faisait du pain une fois par semaine, sa mère faisait du pain une fois par semaine. J'ai dit, je suis bien ici. Et puis je me suis fait des amis qui n'ont jamais su que j'étais juif. Et certains d'eux l'ont su à un certain moment en me disant, tu prends un gros risque. Parce que quand tu vas sur les terres, tu passes devant un château à Saint-Didier. Ce château est occupé par la Gestapo et les SS. Et si on t'attrape, si on demande tes papiers... Moi, parce que vous étiez avec vos vrais papiers, vous étiez sous le nom d'Alfred El Koubi? J'avais mon vrai nom. Et non seulement j'avais mon vrai nom, mais j'avais une carte d'identité tamponnée juive. Mais je me suis dit, oh, après tout, il arrive ce qu'il arrive. Et donc vous êtes resté combien de temps? Alors j'ai dû rester à peu près 6 mois. Et à un certain moment, il était défendu d'écrire ou de téléphoner à mon père et à ma jeune sœur que j'avais laissé à Marseille. Parce que c'était je ne connaissais qu'une seule personne pour ne pas donner plusieurs personnes. C'est-à-dire que le chef, on connaissait 3 ou 4 ou 5, moi je connaissais que lui, mon camarade, je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas qui c'était, ne connaissait que lui, donc c'était un réseau absolument bien structuré. Et
Là, j'en ai eu marre. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit, je mange à ma faim, je suis habillé, je ne vois pas ce que je peux demander d'autre. J'avais des copains, des amis qui m'avaient adopté. Et voilà que je laisse mon père et ma jeune sœur à Marseille, en danger. J'ai décidé de rentrer à Marseille. J'ai laissé tomber ce monsieur Morisot, qu'il repose en paix. Tellement il a été exceptionnel, des êtres exceptionnels. J'ai tout fait pour qu'on reconnaisse son travail, mais il y a tellement de formalités à faire. Et je suis retourné à Marseille, et là, mon patron m'a dit, si vous revenez ici, vous revenez à la société, vous ne trouvez pas autre chose, parce que moi, vous m'avez manqué pendant 3 mois ou 6 mois, je ne me souviens plus combien de temps. Et j'ai repris du travail là, chez lui, et j'ai continué à travailler pendant 3 ou 4 mois, c'est ça, jusqu'au moment où on a été dénoncé par des voisins qui nous ont envoyé la milice. Oui, parce que là, on est quand même très tard dans la guerre. On est en mai 1944. En mai 1944. C'était à quelques jours du débarquement. Donc vous n'êtes pas arrêté par n'importe qui. Vous êtes arrêté par qui? Arrêté? Vous êtes arrêté par qui? Vous par n'êtes les pas... miliciens. Aussi bien alors, les miliciens qui étaient moi, qui m'avaient braqué le revolver, m'a amené en voiture à la maison. Et à la maison, j'ai découvert qu'il y avait 2 miliciens qui gardaient mon père et ma jeune sœur, en nous disant, mais vous ne tracassez pas, c'est pas grave, prenez une valise avec vos affaires, il n'y en a pas pour longtemps. Puis c'est comme ça que nous sommes arrivés au siège de la Gestapo à Marseille. Au siège de la Gestapo, j'ai eu une surprise. Quand ces miliciens ont demandé à toucher leur argent, j'étais surpris de voir que les SS qui étaient là leur ont donné un certain nombre de billets que je ne sais... dans mon esprit, c'est 30 000 francs, mais ça me paraît tellement énorme, 30 000 francs, que ça doit être moins. C'était beaucoup. Moi, je gagnais à l'époque 15 000 francs par mois. Or, 30 000 francs pour chacune des personnes, hein, donc les 3. Et puis, j'ai eu droit à un interrogatoire musclé en me disant où est ton frère, où est ta mère, où sont tes frères et sœurs. Je suis un frère et sœur, ma mère, vous l'avez déjà déporté, que je l'ai déporté. Nous ne restons plus que 3. Et j'ai pu faire passer le message comme ça, parce qu'ils m'ont cru, ils étaient assez puérils pour comprendre. J'ai dit, moi, vous êtes tous déportés. Alors on m'a mis dans une cellule avec mon père, le premier jour. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est qu'un fils avec son père dans une cellule. C'est affreux. Un fils et son père, qui ne pouvaient pas faire les besoins, qui se cachaient, qui avaient la pudeur. Et mon père, qui avait compris à ce moment-là que sa vie était en danger, c'est pour ça que je lui ai dit, il y a plusieurs détails qui font, m'a mis ses mains sur ma tête et m'a béni en me disant, mon fils, je te bénis, tu t'en sortiras. Je souhaite, sous-entendu, moi je vais mourir. Voilà. Et après avoir passé 1 jour ou 2 jours en cellule, ou 3 peut-être, je ne me rappelle plus, on nous a mis dans une grande salle, un grand dortoir avec les garçons. Mon père était là, moi j'étais à côté de lui, nous avons des grands lits, des petits lits en dortoir. Et j'ai rencontré des êtres exceptionnels. Ça mérite de le dire parce que j'ai rencontré un des plus grands égyptologues du monde qui avait fait des fouilles dans la pyramide de Khéops et qui voulait nous maintenir le moral parce qu'on commençait à sombrer en se disant c'est la mort pour nous. Hein. Et nous avait subjugués par ce qu'il nous racontait sur si bien que je connais l'histoire de la pyramide de Khéops. Un détail qui vaut ce qu'il vaut. Quand je suis rentré de déportation, évidemment, imprégné de tout ce que j'ai appris sur la pyramide de Khéops, j'ai voulu rentrer dans une librairie pour acheter le livre qui trace la vie de la pyramide de Khéops. Et là, j'étais avec ma femme, un employé était presque à genoux, en train de chercher des livres, et quand je dis, je peux vous parler 2 secondes, est-ce que vous avez... Il m'a dit, c'est ça que vous cherchez? Et il m'a sorti le livre.
J'ai rien compris pourquoi. J'étais tellement surpris de voir qu'il me sorte un livre dont j'avais encore rien dit, mais c'est ce que je venais chercher. Il me dit, le voilà. Bon, ça c'est un détail. Et dans cette cellule, enfin c'est pas une cellule, c'est un dortoir, j'avais trouvé 3 personnes qui m'avaient marqué beaucoup. Cet égyptologue, renommé, un chanteur c'est pas un chanteur, c'était un musicien du Hot Club de France. À l'époque, aujourd'hui, le Hot Club de France, c'était quelque chose, une institution. Et le 3e était un artiste de music-hall qui était un siffleur. Alors, il essayait, en sifflant du matin au soir, à nous maintenir ce caractère-là. Alors, on ne pensait ni à... Jusqu'au jour où on nous a fait partir de Baumette et que j'ai vu arriver, moi, 2 Allemands qui m'ont mis une paire de menottes. Je me suis dit, tous les hommes devaient être menottés. J'ai constaté que j'étais le seul menotté. Pourquoi le seul? Je n'ai jamais compris pourquoi. Excusez-moi. Vous avez donc été arrêté en mai 1944. J'ai arrêté en mai 1944. Et qu'est-ce que après vous dites? oui. Parce qu'on est en mai 1944, Oui. il y a des rumeurs sur le débarquement qui va venir. Oui. On sent quand même que la fin est proche. Est-ce que vous, alors que vous êtes en train de faire le trajet qui vous emmène des Baumettes à Drancy, vous vous dites, vous êtes capable de vous imaginer, vous vous dites on va être libéré, qu'est-ce que vous vous dites? Dans quel état d'esprit vous êtes? D'abord, un événement important, c'est que quand ma mère a été arrêtée, mon père me faisait écrire une lettre par semaine au maréchal Pétain, en disant, Monsieur le maréchal, j'ai été votre soldat à Verdun, et je suis couvert de... Je vous en supplie, rendez-moi la mère de mes enfants. Et 3 jours après, mon père me disait, nous avons reçu la réponse du maréchal Pétain. Je dis, non, toujours pas. Ben, il m'a dit, assieds-toi, on va en faire une 2e lettre. Et comme ça, j'ai écrit 3 ou 4 lettres sans avoir de réponse. C'est vous dire l'état d'esprit. À l'époque, mon père était persuadé qu'il ne serait pas poursuivi, qu'il ne serait pas arrêté en tant qu'ancien de Verdun. Mais dans le train qui nous a amenés à Paris, j'ai eu l'idée de m'évader. J'avais des menottes, et pendant des heures et des heures, j'ai réussi à les enlever parce que j'avais trouvé une épingle à cheveux dans le wagon. Et avec l'épingle à cheveux, j'avais essayé de déplacer la bille. Vous savez que les menottes, c'est une bille qui bloque. Je ne sais pas, peut-être. Et j'ai réussi à l'enlever, et j'avais défait mes menottes. Et en les défaisant, j'ai essayé d'enlever une latte du wagon. Et à ce moment-là, est passé un milicien, un SS, dans le couloir, et a vu que j'avais enlevé mes menottes, et a braqué mon père en disant en allemand, « Tu weg, papa kaput ». C'est-à-dire, si toi tu t'en vas, ton père, je le tue. Alors, j'ai remis mes menottes. Il m'a dit, mais j'ai remis mes menottes. Et je suis arrivé à Paris, avec mes menottes au bras, aux mains. Alors là, c'est un spectacle qui m'a bouleversé, et encore aujourd'hui, quand j'y pense, ça me bouleverse. Nous sommes descendus, on était 1 millier dans ce train, femmes, enfants, bébés, malades, vieillards, des bébés dans les bras qui hurlaient parce qu'elles n'avaient pas de lait. Et notre train était à proximité de notre train qui déversait des travailleurs qui partaient au travail à 6h ou 7h du matin, je ne me rappelle plus quelle heure était. Et je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un regard de compassion. Rien. Rien du tout. J'étais marqué toute ma vie par l'attitude de ceux qui allaient travailler, appelons-les les Français, qui n'étaient pas embêtés, pour tous ces vieillards, ces malades qui étaient à proximité. Ça m'a beaucoup fait mal. Mais j'ai eu mal encore lorsque les autobus de la TCRP, l'ancienne RATP, nous ont transportés à Drancy avec des gendarmes
et des receveurs français, des receveurs de la TSRP. Ils nous ont amenés à Drancy. À Drancy, stupéfaction, ce sont encore des gendarmes qui gardent le camp. Et à l'intérieur, il y avait un gendarme. C'est pas possible, mais pourquoi des Français? Que ce soit des Allemands, d'accord, on est indésirables, mais des Français. Je suis resté marqué par ça longtemps, jusqu'au moment où je l'ai exorcisé de moi-même parce que j'avais d'autres raisons pour ça. Parce que je me suis battu pour eux. Voilà, si vous voulez, un épisode. C'est-à-dire, comment est-ce que vous avez exorcisé ce... Quand je suis retourné après la déportation à Saint-Didier voir M. Morisot, j'ai trouvé un homme qui avait racheté tous ses concitoyens. Par sa bonté, sa grandeur, son cœur, j'ai trouvé que rien que de lui, puisqu'on dit qu'un seul homme peut racheter l'humanité, je trouvais qu'il avait racheté les fautes de tous les autres. Et puis, au bout je suis allé 3 fois, 4 fois le voir. Il m'a montré tout ce que j'avais fabriqué avec lui, tous les oliviers que j'avais enlevés, tout ce que j'avais fait. Il était tellement content. Et puis quand il a été malade, je suis allé voir, je ne savais pas qu'il était malade, il était très malade. Il s'est assis sur une margelle, à côté de moi, et il m'a pris dans les bras, il s'est mis à pleurer, nous sommes mis à pleurer tous les deux. J'ai trouvé que cet homme était plein d'humanité, que j'avais eu la chance de rencontrer dans ma vie, peut-être des voyous, mais j'avais rencontré un homme qui avait racheté les fautes des autres. Ça vous paraît pas plausible, hein? Et j'ai mis longtemps à trouver sa tombe. Personne ne se rappelait parce qu'il ne voulait rien sur sa tombe. Je suis allé trouver le maire de Saint-Didier en disant qui j'étais. Il se rappelait bien de ce passage dans sa ville 40 ans avant. Il m'a dit, M. Morisot ne voulait rien sur sa tombe. Je lui ai dit, moi, je voudrais lui apporter des fleurs. Un grand monsieur. Vous êtes donc arrivé à Drancy le 10 mai 1944. Je suis arrivé à Drancy le 10 novembre. 10 mai 1944. Avec donc un certain nombre, un millier de personnes, comme vous l'avez dit, qui venaient, qui avaient été raflées, arrêtées dans toute la région du Sud-Est. Y compris ma femme, que je ne connaissais pas. Avec ma jeune sœur, mon père et un millier de personnes de la région du Sud-Est. Comment sont passés les 10 jours que vous avez passés à Drancy avant votre départ en déportation? À Drancy, d'abord surpris de voir que nous allions coucher par terre sur de la paille, dans des endroits, des bâtisses où il n'y avait même pas de fenêtres faites. On ne savait pas ce qu'allait nous attendre, on s'en fichait. On mangeait des pommes de terre, on ne mangeait pas notre faim. On était très anxieux de savoir ce qui allait nous arriver, mais les bruits couraient que nous irions à un endroit idyllique où on pourrait retrouver nos parents, travailler dans des fermes, avec des jolis jardins de fleurs, etc. Donc, on nous avait un petit peu raconté une autre facette de ce qui allait nous arriver. Et pour beaucoup, nous l'avons cru. Ça, c'est quelque chose à quoi on pouvait croire, en fait, en mai. Moi, je vais vous dire, moi, j'y ai pas cru. Mais je pouvais pas interdire à l'autre ou à ma jeune sœur de penser que c'était vrai. Ma jeune sœur pensait, je vais retrouver maman. J'ai été déporté 1 an avant. C'était un leurre. Nous l'avons compris à un certain moment. Quand nous avons quitté Drancy avec ces fameux autobus de la TSRP, qui nous ont amenés à la gare de Bouvigny, c'était Bouvigny, je crois, oui. Bouvigny ou Drancy? Bouvigny. Là, nous avons vu des camions avec des SS mitraillettes au point, tout le long, qui nous ont mis face aux wagons, et à coups de crosse, nous ont fait rentrer dans les wagons dans lesquels on avait trouvé 2 seaux, un seau d'eau et un seau vide. Et là, on a compris que nous n'allions pas au paradis. Nous avions compris qu'on allait souffrir. Les Allemands avaient une telle attitude avec nous qu'on savait que nous allions à la mort. Et voilà comment s'est passé le voyage. En plus, dans ce voyage, ce qui m'a marqué aussi, c'est j'étais près d'une mère
qui avait un bébé de 6 mois ou 1 an, je ne me souviens plus, qui n'a pas arrêté de pleurer pendant 3 jours et 3 nuits, en hurlant. Évidemment, il n'avait pas de lait, il n'avait rien. Sa mère, elle savait qu'elle allait perdre son fils, elle savait que c'était sa dernière heure d'arrivée qui était arrivée. Et j'étais près d'elle. Ce qui est grave, ce qui est très grave, c'est que tous mes camarades qui étaient dans ce wagon-là voulaient lui faire la peau à cette mère. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire la peau. Il voulait faire quelque chose au gosse. Il n'en pouvait plus. 3 jours et 3 nuits de hurlements, sans compter les malades qui se plaignaient, qui gémissaient, sans compter les femmes enceintes qui avaient mal, sans compter tous ces vieillards qui n'avaient pas de leurs médicaments ou autre. Ce gosse qui a pleuré pendant 3 jours et 3 nuits, c'était insupportable. Et j'étais juste à côté. Et ces 2 seaux qu'on nous avait mis, un seau d'eau et un seau vide, le seau d'eau a été bu, c'était au mois de mai, hein. En 5 minutes, tout le monde venait avec quelque chose pour boire, on l'a vidé. Quant au seau vide, il était rempli au bout d'un quart d'heure de ce que vous pouvez penser. Certaines femmes s'étaient ingéniées à mettre un rideau ou, je sais pas moi, une robe de chambre ou une chemise de nuit pour cacher. Mais nous avons vécu comme ça 3 jours et 3 nuits. Vous étiez avec votre père et avec votre sœur dans le wagon? Mon père était près de moi avec un très mauvais souvenir que je regrette aujourd'hui de ne pas avoir eu le courage. Je ne pense pas l'avoir raconté tellement c'est pas. Mon père était un gros fumeur. Il était dans un tel état qu'il a pris une cigarette pour fumer dans le wagon. Et j'ai eu tout le monde contre moi qui voulait, je ne sais pas ce qu'ils m'auraient fait, en me disant, nous n'avons pas d'oxygène, nous n'avons pas d'air, si en plus quelqu'un fume une cigarette, il va nous obliger à... Et j'ai dit à mon père, arrête, écrase ta cigarette, papa. Et il a écrasé sa cigarette. Ça, c'est encore un souvenir qu'un fils ne peut oublier. Est-ce que vous avez eu conscience du trajet géographique qu'accomplissait le train? On regardait à travers les interstices du wagon, et ceux qui connaissaient la région, ils le regardaient, on fait, nous traversons Strasbourg. Bon, après, nous traversons, je ne me rappelle plus quelle ville en Allemagne, eux qui connaissaient. Mais on ne savait pas qu'on arrivait en Pologne. Et la gare n'était pas marquée Auschwitz, c'était marqué Auschwitziem. Je ne me rappelle plus exactement comment ça s'écrit. Et nous sommes arrivés à Auschwitz à ce moment-là, au bout de 3 jours et 3 nuits, peut-être 3 jours et 4 nuits, je ne me souviens plus, ou 4 jours et 3 nuits. Ça compte pas un jour de plus ou une nuit de plus. À quel moment de la journée vous êtes arrivé à Auschwitz? On est arrivé, il devait être 2 heures d'après-midi. Nous sommes arrivés sur la dalle, que tout le monde connaît maintenant, qui est photographiée, avec ce train qui est arrivé avec des hurlements, des chiens qui nous mordaient au mollet, des déportés qui étaient chargés d'enlever les valises en les jetant n'importe où et qui nous chuchotaient à l'oreille « Tu es costaud et tu es ferblantier ». Nous, on ne comprenait pas ce qu'il voulait dire. Tu étais en pyjama. En quoi ils vous parlaient? En français? Oui, parce qu'on leur avait dit que c'était un train de français. Donc, un train de français, ceux qui étaient là, les déportés, quand ils ne parlaient pas français, demandaient à aux voisins, aux camarades d'être français. Et ils nous disaient bombe le toast, et tu es serrurier, ou coiffeur, ou serrurier, ou cuisinier. Nous, on ne comprenait pas ce qu'ils voulaient dire. Et quand on est descendu à coups de crosse, et on s'est mis par 5 tout de suite, d'une façon instantanée et machinale. On s'est mis par 5, c'était des ordres, 5 par 5, hommes et femmes. Et c'est là que la première sélection a eu lieu, que vous connaissez sans doute, avec le Mengele. Non, mais je sais, expliquez-moi comment ça se passait. Le docteur Mengele, c'était le docteur du camp
qui était chargé des sélections. C'est lui qui sélectionnait ceux qui allaient au crématoire et ceux qui pouvaient travailler. Mais là, à ce stade-là, en descendant du train, vous étiez tous ensemble, femmes Alors là, et oui. hommes. Là, et puis, on nous a séparés. On a mis mon père à part. Et je ne l'ai pas vu monter dans un camion. Ça a été le gros regret de ma vie. J'aurais dû le voir partir pour mourir, puisqu'il est mort 2 heures après. Alors, il a été brûlé 2 heures après. Je n'ai pas vu ma sœur partir. Elle m'a vu. Elle m'a vu dans le côté avec les hommes. Et là, Mengele, qui avec une badine, touchait l'un, à gauche, à droite, à gauche, à droite, nous sans savoir ce que ça voulait dire. Mais quand on a vu, pas moi, de mes camarades m'ont dit que quand ils ont vu des personnes âgées monter à coups de crosse dans le camion, comprenez que ces gens-là seraient maltraités. Alors que nous avions été, entre guillemets, un peu mieux traités, puisque nous étions des esclaves qui pouvaient travailler pour le Reich. Donc on était pas chouchoutés, mais presque. Nous étions, nous, une catégorie un peu privilégiée. Il y a la même chose chez les femmes aussi. Donc ma jeune sœur est allée du côté des femmes qui pouvaient travailler. Vous étiez comment, vous, physiquement? Vous aviez donc 18 ans. Vous aviez 18 ans. Vous étiez comment? Je n'avais pas 18 ans. En 1944, j'avais 16 ans. 16 ans. 16 ans, oui. Vous étiez comment physiquement? Vous étiez plutôt grand, plutôt... Non, j'avais repris du poids à Saint-Didier, mais quand je suis retourné à Marseille pendant 6 mois à peu près, pendant 6 mois, j'ai subi des privations également. Et bon, j'étais mince, très mince, très très mince. À mon avis, je ne faisais pas le poids qui convenait pour ma taille. Je mesurais 1m74, je ne faisais pas ce poids-là. Mais j'avais cette volonté de tenir, et qui a fait que, là aussi, je maintenais le moral de mes camarades en disant « Putain, ils vont passer, ça va finir, ça, ne vous tracassez pas. Vous allez voir, demain ou après-demain, c'est la fin de la guerre. » Et je l'ai répété plusieurs fois, ça, pour maintenir le moral de ceux qui flanchaient. Vous dites que vous n'avez pas eu le temps de voir votre père partir vers les camions, c'est-à-dire que tout s'est passé extrêmement vite. Enfin... Très rapidement. Il ne fallait pas qu'on réfléchisse. Il ne fallait pas qu'on pense. C'est-à-dire, c'est donc la journée, vous sortez du train, tout à coup vous vous retrouvez d'un côté? En descendant du train, on descendait tous ensemble. Femmes, enfants. Dans mon wagon, il y avait 100 personnes, hommes, femmes et enfants. Nous sommes descendus ensemble. Mais tout de suite après, il y a eu la séparation de 5 par 5. Ça s'est fait quand vous avez des chiens qui vous mordent au mollet, là, et que vous avez une musique tonitruante, et vous avez des hurlements, des SS qui hurlaient des ordres, vous êtes paniqués, vous savez pas, vous comprenez plus l'allemand, vous savez plus où vous êtes, on se demande ce qui nous arrivait, vous vous alignez, on vous dit vous mettez là, vous vous alignez, et on s'est alignés. Et c'est là que j'ai pas vu mon père partir. Mais je me suis retrouvé avec une catégorie de gens qui étaient capables de travailler. Des gens un peu plus valides. Mais les personnes âgées, cette fameuse maman avec son bébé, du reste, ma femme a eu sa mère qui était en pleine possession de sa force, a été sélectionnée pour aller au champ à gaz, tout simplement parce qu'elle a aidé une de ses amies à prendre un bébé dans ses bras. Elle avait une amie qui avait 5 ou 6 enfants, et elle ne pouvait pas les tenir tous. Alors, la mère de ma femme lui a proposé d'en prendre un. Et le fait qu'elle ait un bébé au bras, elle a été sélectionnée pour aller au champ à gaz. Est-ce qu'il y avait des gens que vous connaissiez parmi les hommes qui ont été sélectionnés, là? C'est-à-dire, oui. Il y avait des gens que vous connaissiez de Marseille? Que je connaissais de Marseille, oui. Qui, par exemple? Monsieur Samuel, qui était mon rabbin de la synagogue, qui a une histoire aussi avec moi. En aparté, je peux vous dire que ce rabbin-là, qui était mon professeur à Marseille, à la synagogue, il avait sa femme et ses enfants, ils ont tous été brûlés, et lui est resté. Et le premier jour où on a travaillé dans un commando, on avait un commando de terrassement, et on devait pousser des wagons sur une pente pour basculer de l'autre côté les pavés qu'on chargeait dans le wagonnet. Et là, il m'a dit, je ne peux pas le faire.
Je lui ai dit, vous allez le faire, monsieur Samuel. Mais je me suis fâché un peu. Il m'a dit, je lui ai dit, vous allez le faire parce que, vous voyez ce tas de terre là, il y avait un tas de terre. Quand on aura, il devait le machin, quand on aura fini, la guerre sera finie. Mais tu es sûr de ce que tu dis? Je lui ai dit, oui, je suis sûr que je vais le dire. Ce que je dis, c'est vrai. Et le lendemain, quand on était nommé au commando, il m'a dit, mais on a fini le tas. Et la guerre n'est pas finie. Je lui ai dit, non, mais parce qu'il y a aussi ce tas là à finir. Et il fallait que je tienne le moral comme ça, jusqu'au moment où il est mort, il n'a pas pu tenir. Lui, il était prêt à mourir, et il acceptait de mourir. Il n'y a pas que lui que j'ai trouvé un autre garçon qui était un grand président de société de légumes qui ressemblait à l'Ustucru. Hein? À Marseille, c'était assez important, Extraleg. Qui lui s'est bien défendu à Auschwitz parce qu'il avait donné une qualification qui lui permettait de ne pas aller dans les commandos, de faire, je sais pas, ou serrurier ou ferblantier ou dans une usine à faire des petites pièces. Il était plus à l'abri que nous, que moi, qui subissait des commandos très durs. Vous êtes donc arrivé dans la zone, enfin ce qu'on appelait la zone, c'est-à-dire le moment de... Qu'est-ce qui se passe après que vous ayez été sélectionné? Eh bien, dès qu'on est arrivé sur cette dalle-là, avec le train qui a déchargé tous les déportés, à coup de crosse, on nous a poussés, 5 par 5, et on a suivi une file indienne, on nous a mis en file indienne, et on a trouvé un garçon qui jouait avec un porte-plume, et on ne savait pas ce qu'il faisait, il nous avait marqué au bras, ici, chacun avait un numéro spécial avec un code pour savoir de quel convoi nous étions. Moi, j'ai le A5161, A5168. Et après... C'est important le numéro, ça, pour C'est important le numéro pour se repérer dans le camp, pour savoir... Le numéro, on n'en avait plus d'identité dans le camp. On ne s'appelait plus par son nom. On devait répondre à notre numéro. Et quand on se présentait, il fallait qu'on dise son numéro en allemand. Et ça, c'était le premier jour. Or, je connais peu de gens qui sortent de Marseille et qui peuvent traduire un numéro en allemand du premier coup. Il fallait qu'on se mette ça dans la tête, mais on nous avait dit, les anciens qui étaient là, appelez prenez bien note de votre numéro en allemand, parce que vous risquez la mort si vous ne le dites pas. Si un SS nous interpellait et qu'on ne savait pas se présenter à lui, machin, avec le numéro, c'était la catastrophe. Ça, c'est quelque chose dont vous vous souvenez toujours, par exemple, votre numéro en allemand? J'ai essayé de me rappeler dernièrement parce que j'ai retrouvé un de mes amis qui avait le numéro suivant du mien, qui était le président d'une fédération importante de déportés. Il s'appelle Maurice Kling. Il a le même numéro que le mien, à un chiffre près. Donc il était derrière moi. Et on s'est amusé. Il dit, et toi, tu connais ton numéro en allemand? Il m'a dit, lui, il me l'a dit du premier coup. Quant à moi, j'ai pas su. Tout ça est parti. Vous parliez pas l'allemand? Non, je le parlais un petit peu, puisqu'il fallait le comprendre, autrement c'était la mort. Mais en arrivant au camp, vous ne parliez pas du tout l'allemand, vous n'aviez aucune notion d'allemand? Pas du tout. Je finissais par comprendre les mots qu'il fallait apprendre. Alors, donc vous êtes combien, en gros, parmi ce convoi, combien d'hommes ont été sélectionnés, en gros? Il y a des statistiques. On a été sélectionnés, 138 sont restés vivants. Tout le reste a été passé au champ à gaz. Donc près de 800 sont passés au champ à gaz. Et 138 sont rentrés hommes et femmes sont rentrés dans les camps de travail. Donc vous êtes avec ces hommes, cette centaine d'hommes environ? Oui. Peut-être 50, 60, 70, je ne sais pas combien la proportion. Et qu'est-ce qui se passe alors quand vous arrivez ce premier jour? Quand on est arrivé, après avoir nous étions tout nus, on nous a gravé le numéro sur le bras, on nous a laissés tout nus. Alors mon camarade me dit qu'on est passé aux douches, moi je ne me rappelle pas. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'on nous a donné un pantalon, une chemise et une veste, et un chapeau. Et on a toujours suivi, on était toujours 5 par 5, et c'est quelque chose de très rigoureux chez les Allemands, toujours 5 par 5. Et il y avait des raisons de l'avoir constaté après. Et là, mon camarade essaye de rassembler des idées, il a écrit aussi un livre, moi j'essaye de rassembler aussi des idées et de faire la synthèse des deux,
Et je m'aperçois que là, on est rentré en quarantaine, à Auschwitz même. Nous n'avons pas travaillé pendant un jour ou deux ou trois. Je suis incapable de me rappeler combien de temps on n'a pas travaillé. Et ensuite, on nous a mis dans des blocs. J'ai eu la malchance de tomber sur le bloc 12, réputé pour être un bloc de malheur. Et tous les matins, le chef de bloc, le capot, désigné, lui recevait des ordres de son chef, le chef de bloc, désignait 10 ou 15 ou 20 ou 30 personnes pour aller sur un certain commando. J'ai eu la malchance, moi, dans ce bloc-là, de tomber toujours sur des commandos très durs. Le premier où je suis tombé, c'était le fameux avec le rabbin Samuel, où on a commencé à remplir des wagonnets et les basculer de l'autre côté. Ma femme, qui se rappelle cet événement, qui faisait la même chose au camp Birkenau de femmes, me disait qu'il y avait chez les Allemands ils faisaient déplacer des blocs de pierre pour aller à un endroit, et le lendemain, ils remettaient ces blocs de pierre à l'autre endroit. Donc, ils jouaient avec les personnes. C'était machiavélique. Alors que moi, je me rappelle, ce que nous faisions, c'était de remblayer des parties vides avec ces pierres, ces cailloux. Ça, je l'ai fait longtemps, mais pourquoi j'avais peur? J'avais peur, entre guillemets, plus peur de rien. Je ne veux pas dire que j'étais inconscient ou un héros, pas du tout, mais il fallait le faire, donc il fallait bien le faire. C'est parce que les wagons, quand on le poussait, si la pente était très dure, les wagons retombaient sur vous et ça écrasait celui qui le poussait. Évidemment, le SS ou le capot qui était là se tapait sur les cuisses, se rigolait, alors qu'il y avait quelqu'un qui était passé sous le wagon mort. Donc c'était le premier commando que j'ai fait. Et au bout de 15 jours après, j'étais nommé dans un deuxième commando. On m'a dit, là aussi, c'est la catastrophe. C'est une société qui existe en Pologne, qui a toujours pignon sur rue, qui s'appelle la Huta, H-U-T-A, qui est une société de canalisation. Et elle a été chargée, par les Allemands, de creuser des canalisations autour d'Auschwitz. Auschwitz augmentait toujours, il fallait toujours de la place un peu plus, parce qu'il y avait davantage de trains qui arrivaient de toute l'Europe, de Pays-Bas, de la Belgique, de Pologne, de partout. Là, on parle bien d'Auschwitz 1, du camp central. J'étais au Auschwitz 1. Et à Auschwitz 1, j'avais ce commando-là. Et évidemment, il fallait creuser pour pouvoir loger des canalisations. Et j'ai eu une idée de creuser un tunnel pour m'échapper. Et mes camarades qui étaient là, ceux qui étaient là avant moi, m'ont dit, tu as encore une idée un peu farfelue. Tu sais qu'il y a 3 ceintures autour de Auschwitz qui gardent Auschwitz. C'est-à-dire, si tu franchis la première ceinture en tunnel, et puis où est-ce que tu vas jeter tes machins? Enfin, j'ai compris, mais j'avais envie de faire quelque chose. Je ne peux pas accepter ce sort-là. Et puis j'ai compris. Mais quelque temps après, j'ai été nommé dans un commando qui me laissera un souvenir à tout jamais. C'est le commando de Simon. Vous ne savez pas ce que c'est. C'était le commando où on ne revenait pas vivant. Il fallait décharger des sacs de ciment d'un wagon et les mettre dans un hangar. Et il y avait une chaîne de déportés. Il y avait un commando de déportés dans le wagon, un commando de déportés dans le hangar, qui étaient des privilégiés, les droits communs, c'est le string le vert. Nous, juifs, nous étions au commando de transfert. Et là, à coups de badines, de hurlements, de schlag, le capot nous faisait mettre 2 sacs de ciment de 50 kilos sur le dos et on courait avec pour la porter. Et on déchargeait comme ça tout un train de wagons de ciment, de train au hangar. Et quand le matin, mes camarades ont su que j'avais été nommé pour ce commando, pensaient que je ne reviendrais pas. En disant, parce que je connais que 2 personnes que j'ai découvert à Paris il n'y a pas très longtemps, 2 personnes qui ont fait ce commando sur des centaines de gens.
Un, c'est quelqu'un qui me dit un jour, je ne sais pas ce que j'ai encore mal, ça fait 50 ans que j'ai mal au dos. Je lui dis, tu as vu les docteurs? Il me dit, j'ai vu tous les docteurs du monde, machin, qu'est-ce que tu veux avec ce fou là qui te fait mettre 2 sacs de ciment sur le dos et on courait comme ça, parce qu'il fallait pas qu'ils tombent. Les sacs de ciment qui tombent, qui se déchirent, c'était la mort, ça s'appelait sabotage. Donc ça a excité les SS qui étaient là. Je lui ai dit, tu as fait ça, toi? Il m'a dit oui. Et l'autre, je l'ai rencontré dans une ville en Normandie qui était nommée pour mettre une plaque de commémoration à un monument aux morts, qui était au premier rang. Et le préfet me dit, vous avez un collègue là, au premier rang là. Je suis allé saluer, je lui ai dit, bonjour, comment tu vas? Qui tu es? Il m'a dit, je pourrais te raconter tout, mais c'est pas le moment. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait Auschwitz? Ah oui, j'ai fait Auschwitz. Tu as fait la marche de la mort? J'ai fait la marche de la mort. Mais il m'a dit, c'est pas tout, c'est le commando de ciment. Je lui ai dit, le commando de ciment. Donc il y a 2 personnes vivantes dans le monde, et votre serviteur, qui ont fait ce commando de ciment qui laissera une trace. Aujourd'hui encore, j'ai toutes les vertèbres abîmées. C'est pour ça que je ne peux pas marcher. Voilà. Parce que donc, on vous jette les sacs de ciment sur le dos? Non, on ne les jetait pas. Il y avait 2 personnes dans le wagon qui prenaient le sac et qui nous logeaient sur le dos. Et ensuite, alors, il y avait une façon, ils nous avaient appris, comme c'était des déportés, ils nous avaient appris à le supporter, à force de décharger les sacs de ciment, ils avaient appris. Il fallait cambrer le dos, très très fort, mettre un sac dans ce sens, et l'autre en croix dessus pour qu'il tienne. Et comme ça, d'abord, on risque pas de le faire tomber, et c'est supportable sur le dos, sur les reins, de mettre 100 kilos comme ça. C'est 100 kilos? C'est 50 kilos chaque sac? 50 kilos chaque sac, oui. Il fallait courir avec. Et on courait avec. 1 fois, ça va, 2 fois, ça va, 10 fois, aller-retour. Mais quand on l'a fait toute la journée, et que le lendemain, on vous dit, allez, au commando, le machin, vous commencez à avoir peur. C'est maintenant que je vais... Et on l'a fait. Combien de temps vous êtes resté dans ce commando-là? Dans ce commando-là, j'ai dû rester, je ne sais pas faire, peut-être 1 semaine. C'était énorme, 1 semaine. Il arrivait des sacs de ciment tous les jours, des trains de ciment tous les jours à Auschwitz. Donc, en fait, vous êtes arrivé dans le bloc 12. Dans ce bloc, qui est-ce qu'il y avait, avec qui est-ce que vous êtes rentré en contact? Parce que vous, quand vous arrivez dans ce bloc, vous êtes un novice, vous êtes un bleu. J'avais 1 ou 2 Marseillais, mais 2 voyous de Marseille. Des voyous qui avaient été arrêtés au Vieux-Port lorsque les Allemands ont démoli le Vieux-Port à Marseille. Ils ont ramassé toute la mauvaise graine qui habitait ce quartier-là. C'était des anciens proxénètes, des casseurs, des machins, tout ce qu'on peut imaginer. Et certains étaient allés à Fréjus, et à Fréjus, bon, les avait mis à Auschwitz, enfin dans un camp. Ils avaient fait, eux, ils n'avaient pas fait Drancy, ils avaient fait un autre camp, en France. C'était des juifs ou des droits communs? Non, des droits communs. Droits communs. Et pourquoi je vous dis ça? Ces droits communs, là. Oui, vous me posez la question, s'il y avait eu des gens de Marseille qui étaient avec moi, non? Oui, c'est ça. Qui avait dans ce bloc 12, enfin, avec qui vous avez pu être... Ces droits communs qui avaient infiniment plus d'avantages que nous. C'est-à-dire que si quelqu'un était préposé à la soupe, faisait comprendre à ses droits communs que d'attendre à la fin de la louche, de la marmite, de servir, parce qu'au fond de la marmite, il y avait des morceaux de viande. Donc, ils servaient cela. Ils étaient privilégiés. C'est-à-dire que tout se faisait au regard du triangle. Nous autres, nous juifs, le triangle jaune, nous avions un certain statut, et tous les autres, le triangle vert, le triangle rose, le triangle rouge. Il y avait le vert, rose, rouge, le noir. Le noir était des tueurs. Les tueurs. Et on avait des tueurs avec nous aussi. Mais ils avaient tous, ils s'étaient arrangés pour avoir tous une profession qui leur permettait d'avoir un morceau de pain de plus.
Nous, ce n'était pas le cas. Mais voilà qui était avec nous au bloc 12. Et qui c'est qu'il y avait comme nationalité, comme est-ce que vous pouviez, est-ce que chaque nationalité, est-ce qu'il y avait d'autres Français, est-ce qu'il y avait des Hollandais? Il y avait beaucoup de juifs ashkénazes. Et il y avait surtout, j'avais un camarade près de moi, dont je ne connaissais pas sa destinée à l'époque, que j'ai retrouvé à Jérusalem, quelque temps après, il y a 5-6 ans, un autre célèbre que vous connaissez certainement, prix d'un Nobel de la paix. Vous voyez qui est-ce? Vous ne connaissez pas l'histoire, non? Vous pouvez me la dire. Vous pouvez me la dire, vous pouvez me la raconter. J'étais avec lui au King David. Mais on peut dire son nom peut-être. On peut dire son nom, parce que moi je sais qui c'est. Oui. C'est Elie Wiesel. Et j'ai dit à Elie, tu sais qu'on était ensemble à Auschwitz? Il s'est dit peut-être, ma notoriété fait que... Mais il m'a dit, un gentil mot, il m'a dit, je ne sais pas si tu étais avec moi à Auschwitz, mais tu as bien changé depuis, hein, évidemment. J'ai pesé 80 kilos à ce moment, et quand il m'a connu, j'en pesais 40 peut-être. Mais je lui ai dit, toi aussi, tu as bien changé, parce que aussi... Il m'a dit, tu es sûr qu'on était ensemble à Auschwitz? Je lui ai dit, oui, nous étions en tel bloc. Ah bon? Peut-être. Mais tu as un souvenir à me rappeler? Je lui ai dit, oui, j'ai un souvenir précis qui va te faire rappeler que nous étions ensemble, et côte à côte même. Nous étions même très amis. C'est quoi ce souvenir? Je lui ai dit, il y avait un camarade à nous, hongrois, que tu connaissais bien, qui mettait ses phylactères tous les matins, des téphilines, c'est ce qu'on met au bras et à la tête. Il me regarde avec un sourire de dire, je ne suis pas d'accord avec toi. Je dis, pourtant, je peux te garantir qu'il le faisait. Hein. Il me dit, mais non, si les SS avaient trouvé une paire de téphilines dans le camp, ils auraient abattu tout de suite la personne. Je dis, mais oui, il le faisait. Mais avec quoi il faisait? Il me dit, je dis, avec une ficelle. Tu as connu ce garçon? Il me dit. Je lui dis, t'es avec nous. Nous étions tous les trois copains. Oui, tu étais là. Alors on s'est embrassés. Autour de moi, il y avait le grand rabbin de France avec sa femme qui pleurait. Mes sœurs étaient là, que j'avais amenées en Israël. Tout le monde pleurait parce que j'avais retrouvé un camarade et un événement important. Ce garçon est mort très vite parce qu'il ne mangeait même pas. Il avait une telle foi. Il avait échangé son pain pour une ficelle pour retrouver le geste qu'il faisait le matin. Et ça a beaucoup marqué Elie Wiesel, ça. Parce qu'il ne se rappelait plus. Il y avait des juifs polonais, des juifs hongrois, des juifs saloniciens, des juifs... Américains, non, pas américains. Saloniciens. Non, pas. Les Saloniciens, ils étaient surtout à Mauthausen. Ils ont fait Mauthausen. Ils ont dû faire un autre camp que Mauthausen. Neustadt ou Sachsenhausen. Ils avaient fait Sachsenhausen, je crois, et Mauthausen. Est-ce qu'il y avait une solidarité entre détenus, entre déportés français? Moi, j'avais une solidarité avec mes camarades, c'est M. Maurice et Willy Kling. Ces deux camarades que j'avais découverts à Drancy m'ont toujours suivi jusqu'au jour où un des deux, à 3 heures du matin, le chef de chambrée siffle et nous fait sortir tout nu devant le bloc. 3 heures du matin, on s'est dit, ça y est, c'est une sélection, qui va passer? On se demandait qui allait passer. Et tout nu. Et là, arrivait Mengele avec sa fameuse badine, et touche l'un ou l'autre. J'ai dit, ça va, tout à l'heure, c'est mon tour à moi, puisqu'il touchait. Celui qui touchait de la badine devait avancer d'un mètre, et décliner son numéro que l'ASS marquait. Et j'ai dit, ben, tout à l'heure, ça sera mon tour. Et puis Willy Kling, mon camarade qui était avec moi dans le bloc, Mengele le touche la badine et le fait avancer. Je dis, ça va, c'est son tour. Et moi, j'étais à côté de lui. Son frère, qui était plus jeune, Maurice Kling, ne s'est pas aperçu, n'a pas réalisé que son frère allait mourir. Moi, j'ai compris.
qu'il allait mourir. Et je l'ai vu partir comme ça. Ça m'a fait quelque chose. Parce que ça aurait pu être moi. Il y a un détail qui a fait peut-être qu'il a été, lui, choisi, c'est que nous avions un commando où on répandait du phosphate sur la terre, mais ce n'était pas du phosphate, ce n'était pas un engrais, c'était des ossements de ce qui brûlait, qui était considéré comme un très bon engrais, paraît-il. Et ce jour-là, il y avait du vent, et le vent rabattait la poussière sur les yeux, et il avait bloqué, fermé les yeux. Et sachant qu'on allait subir une sélection, j'avais dit à Willy, essaie de tenir les yeux ouverts, parce que sinon, et comme il n'arrivait pas à les ouvrir, il a été sélectionné pour ça. Il était en pleine force de l'âge, très beau garçon, très gentil, exceptionnel garçon. Il est parti comme ça. Voilà les gens avec qui nous étions. Et voilà un peu les commandos que nous avons faits. Oui. Vous m'avez parlé des commandos de travail dans lesquels vous avez été intégré, entre guillemets. Ce que je voudrais comprendre, Monsieur El-Koubi, c'est comment, quand on arrive dans ce lieu qu'est Auschwitz, avec ses propres règles, comment on s'adapte, comment vous vous êtes adapté matériellement, d'abord évidemment trouver des chaussures, une cuillère, etc. C'est une très très bonne question. On ne réalisait pas. On n'était pas conscient. Personne ne savait exactement pourquoi il agissait de telle ou telle façon. On ne savait pas. Pourquoi un tel se jetait contre les fils de fer électrifiés? Pourquoi un autre avait du courage? Pourquoi? On ne savait pas. Et puis, on ne voulait pas savoir. On était dans un tel état qu'il aurait pu nous arriver n'importe quoi. On se laissait aller. On se laissait aller quelquefois. Certains résistaient. Bon, moi je pense que j'ai résisté aussi tant que j'ai pu, mais j'avais plus la notion. Par exemple, je me rappelle pas, c'est triste à dire, je ne me suis pas, je n'ai pas pensé constamment à la mort de mon père. C'est pas normal. Mon père venait d'être pris, je savais qu'il brûlait. La seule chose que nous disaient les anciens, c'est oui, vous êtes venus à plusieurs, j'ai dit à mon père, ton père, il est là-haut. Mais non, il était avec moi. Mais non, regarde la fumée. Alors, une fois qu'on vous dit ça, une fois, deux fois, trois fois, la fumée, vous finissez par... Vous acceptez tout. Donc, si vous voulez, comment vous expliquer ça? Nous étions prêts à tout, à accepter tout. Il fallait sauver notre peau, mais quelquefois on le faisait maladroitement. Mais on arrivait... Moi, par exemple, il y a des commandos où je trichais un peu. Pourquoi? Parce que j'avais eu, je ne veux pas dire l'intelligence, mais j'essayais de savoir comment pouvoir gagner quelques minutes de repos. Parce que c'était ça, savoir se reposer. Pourquoi? Pour pouvoir continuer à travailler et donner satisfaction aux capots et aux SS qui étaient là. Alors, je cherchais un endroit où je pouvais me cacher 3 minutes, même que je dise 3 minutes... 1 minute, 30 secondes. 30 secondes, ça comptait beaucoup. C'était la seule possibilité de réflexion qu'on pouvait avoir. Comment faire pour avoir une soupe un peu plus consistante? Comment faire pour ne pas que votre camarade, un vieux bandit, vous vole votre pain la nuit? Parce que même s'il y avait un petit morceau de pain, il y en a qui mettaient la moitié sous machin. Donc il fallait tenir, il fallait vivre. Donc vous ne laissez pas la place à d'autres réflexions ou à d'autres pensées. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Par contre, ce que moi j'ai voulu faire, que j'ai compris de la part de mes chefs scouts, de mon rabbin, de mes professeurs,
de gens que j'ai rencontrés aux éclaireurs israélites, c'est maintenir le moral des gens. En faisant quoi? Je leur ai appris à chanter. À Auschwitz, des camarades me disaient, tu as encore envie de chanter? Oui. Et quand on était à la corvée de Poux, vous avez entendu parler de la corvée de Poux? Non, jamais. Expliquez-moi ce que c'est. Nous étions collés l'un à l'autre, et mon camarade, c'était toujours Willy qui me cherchait des poux dans la tête, parce que un pou tué, il y avait des affiches partout, un pou, un mort, un pou, un mort. Et il devait chercher les poux, et moi je devais chercher le pou de mon camarade qui était... Et pendant ce temps-là, je leur apprenais à chanter. Au lieu de se lamenter, c'était du reste la chanson, c'est ça, au lieu de se lamenter, mettons-nous à chanter. Oh, oui. Et j'arrivais à leur apprendre sur les monts, vous n'avez pas entendu parler, vous ne connaissez pas, sur les monts, sur les monts. Mais oui. Dites-moi ce que c'est que ces chansons, dites-moi, qu'est-ce que c'est ces chansons? Donc au lieu de se lamenter, c'est quoi la chanson? Si la potente brûle au camp, si la soupe brûle au camp, au lieu de se lamenter, mettons-nous à chanter. Oh, oh oui. Et puis je criais, et puis j'apprenais, il fallait qu'ils chantent avec moi. Et je sais, peut-être que j'en ai sauvé quelques-uns. La preuve, c'est que Maurice Kling, il se rappelle encore des chansons que je lui ai apprises. De cette époque, une époque maudite, où on apprend à chanter. Comment vous réagissez, ça? Ou bien sur les monts tout puissants, je l'ai appris à tous mes enfants, à petits-enfants, à tout le monde. Et si bien que chaque fois qu'on se voit, on chante ça à tue-tête, parce que c'est une chanson qui m'a pratiquement sauvé. Vous ne connaissez pas Sur les monts, non? C'est une chanson à deux voix. Sur les monts, vous la voulez? Oui. Sur les monts, et la voix, sur les monts, tout puissant, on entend, que le vent, on ne voit, que le ciel, et le sang. Alors ça mettait du baume au cœur, ça. On oubliait toutes les misères. Ou bien, quand la nuit descend sur la terre, quand le ciel, quand la nuit descend sur la terre, et nous étions dans la nuit, nous. Et je faisais comprendre à mes amis que pour l'instant c'était la nuit, ça descend sur la terre, mais demain il y aura du soleil, demain il va faire beau. Et il fallait que je leur tienne le moral comme ça. Mais vous y croyez, vous, au fait que une fois qu'on a terminé le... Mais non, il ne faut pas croire. Je savais qu'on avait de mauvais jours devant nous. Mais vous voulez que je dise à un être faible... Hein, tu sais, on va mourir, hein. Tiens bon, on va mourir. Mais vous vous sentiez invulnérable, vous vous sentiez... Comment ça se fait que vous aviez cette réserve-là? Qu'est-ce que je dois répondre à une telle question? C'est difficile de répondre. Quel est l'être qui peut se sentir invulnérable? Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez cru, parce que un instant, que vous alliez mourir? Je ne sais pas ce que j'ai cru, je l'ai su à un certain moment, quand la situation a été plus dure, plus terrible. Là, je l'ai su, en deux circonstances. Mais à ce moment-là, je ne savais pas. En ce moment-là, j'avais qu'une chose, il fallait que je tienne le coup. Il fallait que je tienne, et intelligemment, et proprement. Par exemple, ça mérite d'être dit. Tant pis si je ne l'ai jamais raconté, je le racontais. Je n'avais pas de chaussures aux pieds. J'avais une paire dépareillée. Une paire en bois, et là je ne me rappelle plus. Et je ne pouvais plus marcher. Un de mes camarades est mort devant moi. Et lui avait une paire de chaussures, enfin une chaussure, et je lui ai enlevé la chaussure qu'il avait au pied pour la mettre, moi. Je ne m'en suis pas remis. J'en ai fait une maladie. C'est triste à raconter. J'avais enlevé les chaussures de mort pour que moi je puisse vivre. C'est insupportable. Alors je ne sais pas ce que vous me demandez, comment on réagissait à Auschwitz, mais moi ça m'a marqué. Et ça me marque encore maintenant. Parce que ça s'appelle d'un nom. C'est des trousseurs de mort, ça.
Vous pouvez pas vous trouver, même si vous trouvez des arguments en disant mais ça vous a permis de vivre, ça vous a permis de faire la marche de la mort, ça vous peut-être. C'est peut-être parce que moi, lui est mort et moi je suis vivant. J'en sais rien. C'est bouleversant. Vous le ressentez pas comme ça? Bien sûr. Ces moments où vous faisiez l'époux avec Oui. Willy Kling et Oui. vos autres amis, Oui. c'est quelques dimanches de temps en temps, vous Oui. ne travaillez pas, Quelques c'est ça? dimanches l'après-midi, on ne travaillait pas pour l'opération coiffeur, ouais, du rasé, parce qu'il y avait toujours la tête rasée, l'époux, et puis il y avait, je crois qu'il y avait autre chose aussi, je ne me rappelle plus, la douche, oui, la douche, l'époux, coiffeur, et on changeait de liquette. Donc c'était un après-midi, le dimanche matin on travaillait, on rentrait du travail vers les 2 heures, et là c'était au mois de mai, juin ou juillet, il y avait encore du soleil, on s'assoyait par terre devant le bloc et on chantait ou on parlait entre nous. Ce que je voulais pas, c'est qu'on se raconte nos misères. Parce que se raconter les misères, c'est se cantonner, s'habituer à côté morbide des choses. Il fallait pas qu'on pense à ça. Il fallait au contraire qu'on ait un peu plus de courage pour tenir. Je suis sûr qu'il y en a qui ont tenu grâce à ça. Il y avait des appels le matin, le soir? Les appels le matin et le soir et des pendaisons. Les appels du matin, il fallait se lever très tôt, aller dans la cour de... Vous ne connaissez pas Auschwitz, non? Vous n'êtes jamais allé? Non. Dans la grande cour d'appel, on était là, tout le camp était là, et toujours par 5, par paquet de 5, et en face de chaque bloc, de chaque déporté, derrière le bloc était derrière, il y avait un SS, un chef de bloc et un capot. Et le SS comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il remplissait une fiche, et il se mettait devant la rangée, et il attendait que le chef de camp l'appelle, et lorsque le chef de camp avait réuni toutes les fiches, il comptait, il en manquait un. Et on comptait tout. Et là, on savait qu'il fallait rester encore une demi-heure ou 1 heure de plus. Bon, s'il pleut, vous restez une demi-heure ou 1 heure de plus. S'il neige, vous restez pareil. Quel que soit le temps. Jusqu'au moment où le chef de camp retrouve son compte. Nous avons 1353 déportés, je veux 1353 travailleurs. S'il en manque un, ou s'il y en a un de trop ou un de moins, c'est pas bon. Et ça, on avait le matin et le soir en rentrant du commando. C'est pour ça qu'il fallait tenir le camarade qui flanchait, il fallait le tenir, nous, pour qu'en rentrant, on le compte en rentrant, mais qu'à l'appel, on retrouve le même chiffre qu'en rentrant. Et ça, c'est les appels du matin et du soir. Mais ça donnait lieu, ces appels-là, à pendaison. C'est-à-dire que quand quelque chose n'allait pas, quand on pendait quelqu'un, et moi j'ai assisté, pas beaucoup, à quelques pendaisons, mais certainement beaucoup marqué, parce qu'il a fallu qu'on reste pratiquement une partie de la nuit, les yeux braqués sur les pendus. Et là encore, certains se sont évanouis en disant « demain, ça sera mon tour ». Et puis d'autres ont tenu le coup, au contraire, mais on tenait le coup, en fin de compte, on tenait le coup. Je ne dis pas qu'on s'en fichait, mais on avait un certain sentiment, moi je ne peux pas le définir, sentiment. Le fait de ne pas pouvoir le définir, le sentiment, c'est déjà un sentiment. Et on assistait à ces pendaisons, avec les pendus à une grande pancarte. Voilà ce qui m'arrive quand je ne suis pas d'accord avec le régime national-socialiste, ou toutes sortes de pancartes qu'on n'arrivait pas à comprendre nous, mais chaque pendu avait une pancarte, la raison pour laquelle elle était pendue. Il y avait des sélections aussi? Des quoi? Des sélections, périodiquement? Des sélections? Oui. Sans arrêt. Vous étiez au courant? Vous sentiez qu'il allait avoir une sélection où elle pouvait... C'est pour ça que quand mon copain, Maurice Kling, a eu son pied coupé, je lui ai conseillé de ne pas aller au Révire, c'est-à-dire à l'hôpital. Il y avait un hôpital qui était tenu par des médecins juifs, hein,
Et il y avait peu de bandages, parce que des bandages en papier, il n'y avait rien du tout pour soigner. Mais si on vous rentrait là, vous alliez en sélection, vous alliez en chambre, puisque vous n'étiez plus utile au Reich, vous ne pouvez plus travailler. Ils ne vont pas vous nourrir alors que vous êtes à l'hôpital. Et vous vous souvenez de ces sélections, de comment vous vous y prépariez ou de comment... On était préparé à tous les instants à la sélection. Toutes les minutes passées à Auschwitz pouvaient laisser à penser que la seconde suivante, on pouvait mourir. Toutes les minutes passées à Auschwitz. Et on s'en fichait. Je ne peux pas dire on s'en fichait, mais ça ne faisait plus rien. C'était un état acceptable. Toutes les secondes. Comment ça, acceptable? Acceptable parce que, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas d'armes, vous êtes entouré de SS. C'est pas comme dans le train où j'ai essayé d'enlever mes menottes et enlever une latte du train. Ça n'est pas là, j'ai essayé de faire quelque chose. Après, par la suite, quand il y a eu la marche de la mort, le train de la mort, j'ai essayé de faire quelque chose. Mais là, on ne pouvait rien faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous rebellez contre un SS, mais le SS, il vous tire le machin, il vous tue tout de suite. Il n'hésitait pas, même pas. Il vous envoyait le chien. Il y a toujours un chien qui vous envoyait et vous commencez à vous manger la jambe. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous mourrez après. Ces mois où vous avez été à Auschwitz, sont arrivés par exemple beaucoup de convois hongrois. Est-ce que vous avez vu ces Hongrois? Est-ce que vous avez entendu parler de cette extermination? En mai 1944, il arrivait 3 convois de Hongrois par jour. Il y a 350 000 Hongrois qui sont arrivés en même temps, dont Elie Wiesel. Vous avez vu les Hongrois après? Est-ce que vous avez vu les gens de Lodz, par exemple, qui sont arrivés en août 1944? Absolument, absolument, oui. Des gens des convois de Hongrie, mais des ghettos aussi. Beaucoup de gens du ghetto qui arrivaient là. Vous saviez qu'il y avait d'autres camps, qu'il y avait Birkenau, où il y avait des femmes. Vous saviez tout ça? Vous aviez conscience de l'immensité? On savait qu'il y avait Birkenau parce qu'il y a des commandos de Auschwitz I qui allaient travailler à proximité de Birkenau. Ça se touche, hein, Birkenau et Auschwitz. C'est mitoyen. Et quand on allait travailler à proximité du Birkenau, on voyait bien ces femmes qui ont certainement souffert plus que nous. Ma femme, quand elle me le racontait, je n'y attachais pas l'importance. Il a fallu que je voie Auschwitz de mes yeux pour savoir les lits où elle couchait. Et ma jeune sœur me racontait la même chose. Donc elles ont certainement souffert plus que nous. Alors vous avez passé l'été donc dans ces commandos que vous nous avez décrits, oui. Des commandos particulièrement difficiles. Oui. Donc en gros là on est en août-septembre 1944. Oui. Comment ça s'est passé, disons, de septembre jusqu'à janvier 1945, jusqu'à l'évacuation du camp? J'ai toujours fait des commandos très durs, sauf un qui me restera aussi en mémoire, puisque je me rappelle de ce qui était dur. Je me rappelle celui-là, avec la complicité, il faut le dire, du SS. Pas du capot, du SS. J'avais été nommé à ce commando-là, et certains me disaient qu'il serait très dur, et moi j'ai découvert que c'était un des plus faciles à... C'était le stock, le hangar de bois, de planches, de parpaing, pas de parpaing, de bastingue. Et nous étions chargés, moi, le SS qui commandait. Le capot ne disait pas grand-chose, c'est le SS qui nous faisait transporter des bastingues sur le dos, sur l'épaule. On marchait quelques pas avec, on allait le placer au-dessus, donc c'était difficile, et on revenait pour en prendre d'autres, pour les remettre là. Et moi j'avais découvert que en faisant ce circuit, je pouvais me cacher derrière la pile qui montait, rester quelque temps, je dis jusqu'au moment où le SS s'aperçoit, et quand il s'est aperçu que je trichais, que j'avais volé quelques minutes ou quelques secondes au travail, il fermait les yeux. Vous avez tenté votre chance quand même. C'était un gros risque à prendre. Ah ben, c'était la mort. Parce qu'il fallait... C'était toujours sabotage. Dès qu'on ne faisait pas un travail qui convenait, qui avait été programmé, si on le faisait mal ou si on ne le faisait pas, c'était sabotage. Et sabotage, il s'octroyait tous les droits.
Mais même pas eux, les capots avaient tous les droits de vie et de mort sur nous. Est-ce que vous avez vu venir avec beaucoup d'inquiétude l'automne et l'hiver? Parce que vous êtes arrivé en été, où j'imagine, en plus il faisait très chaud, à l'été vous 44. donnez une gradation à l'inquiétude, ça m'inquiète, moi, ça. Pourquoi voulez-vous que l'inquiétude soit plus forte à un moment qu'un autre? C'était tout le temps comme ça. Je crois qu'il faut le dire, ça. Tout le temps, quand on est rentré, quand on s'est vu marqué au bras et qu'on a pris, et qu'on est rentré dans un bloc et on mangeait peu et on travaillait beaucoup, c'était l'inquiétude. Il n'y avait pas une période où on était plus inquiet qu'une autre. Mais peut-être que vous voulez dire qu'avec l'hiver, peu habillé comme l'été, on pouvait souffrir davantage. Et moi, j'avais trouvé le système, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai dû trouver des sacs de ciment. Et je me suis mis des sacs de ciment sur même la peau et sous la chemise, si bien que je me trouvais protégé par le froid et la neige, puisqu'il faisait moins 30. Vous savez très bien qu'il a neigé beaucoup cette année-là. C'était l'année la plus froide, moins 35 et moins 40 en Haute-Silésie. Et j'avais trouvé ce système et je m'en suis sorti. Donc, on ne veut pas dire que tu es plus inquiet à une certaine période qu'à d'autres. Non, l'inquiétude était... Par contre, on était plus euphorique quand on apprenait que les Allemands avaient pris Sébastopol, je crois, je ne me rappelle plus. Là, on était euphorique. Ou bien, ou Stalingrad, je ne me rappelle pas, il y a une période... Non, pour certains, c'était une bonne chose, pour d'autres, ça redoublait, les SS redoubleraient d'atrocités à partir du moment où ils ont perdu une bataille ou autre. Ça, on l'a ressenti. L'information circulait dans le camp. L'information circulait parce que vous avez des déportés qui étaient chanceux et qui travaillaient dans les jardins des SS. Et quelquefois, ils trouvaient dans les ordures des journaux de 2, 3, 4 jours avant, avec des gros titres. La Wehrmacht a encore avancé en Russie, mais ça ne trompait pas, ça cachait, c'est une information. On savait bien qu'ils étaient en déroute à ce moment-là. N'oubliez pas que nous avons appris le débarquement des Alliés en France, en juin, alors que nous étions déjà à Auschwitz. Donc, oui, peut-être que c'était une bonne information, voilà, c'est possible. Mais on n'a pas vécu comme tel, puisque il pouvait nous arriver n'importe quoi. Je crois que c'est le sentiment qu'il faut bien marquer. Il pouvait nous arriver, il fallait faire sa part. Il fallait faire sa part. Moi, j'ai fait ma part, mais il pouvait nous arriver. À partir du moment où vous avez fait votre part, il pouvait nous arriver n'importe quoi, ça ne faisait rien. Votre part de travail, vous voulez dire? Ma part de travail et de morale, et de tenir le coup, et de moralité, de propreté, d'honnêteté. Je pense j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai été solidaire de mes camarades qui allaient mourir. Ma femme me racontait quelque chose parce que je voudrais l'associer à ça. J'étais toujours troublé de ce qu'elle m'a raconté. Elle avait une camarade, elle était à côté de Simone Veil, elle était avec Simone Veil. Hein, et elle avait une camarade qui avait toute la bouche emportée de boutons. La langue, la bouche et tout. Elle ne pouvait pas manger. Et ma femme avait... ça soupe, ça ne lui faisait rien qu'il y ait de la soupe ou pas. Ma femme la faisait manger avec sa cuillère. Et après sa cuillère, elle s'en servait pour elle. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Elle dit, je voulais lui montrer que elle était comme moi, elle n'était pas plus malade que moi. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, cette camarade, mais ça m'avait beaucoup marqué qu'elle est... Vous voyez, ces gestes-là qui peuvent apparemment sauver quelqu'un, puisque peut-être qu'elle a sauvé cette femme. Peut-être qu'elle a pu tenir jusqu'à la fin de la guerre, elle n'a peut-être pas fait la marche de la mort, je ne sais pas. Mais ce geste-là, quand on le vivait intensément, ça mettait du baume au cœur. On voyait les choses autrement. Mais c'était possible au camp d'avoir ce genre de geste? Ce sentiment-là? Oui. Autrement, on serait mort. Si on n'avait pas ce sentiment-là, on ne serait pas sur cette terre-là. Heureusement qu'on avait ce sentiment. J'avais voulu nous humilier, nous déshumaniser, mais ils n'ont pas réussi. Moi, ils n'ont pas réussi avec moi. Et c'est toute ma fierté, ça. Parce que je n'ai pas succombé. J'aurais pu succomber.
J'aurais pu ne pas être malade le jour que j'ai enlevé pas la paire de chaussures, la chaussure de ce mort. En plus, après tout, il va mourir, il est mort. Hein? Pas du tout. J'ai gardé cet esprit encore. Je crois que c'est ce qu'il faut, il faut bien faire comprendre dans ce recueil qui va certainement être stocké quelque part pour les historiens par la suite. Comment on a réagi à cette époque-là? Il y a eu les lâches, évidemment. Est-ce que celui qui va se jeter contre les fils de fer barbelés électrifiés est un lâche? Ce fameux égyptologue, il avait 6 enfants. Moi, si on me dit qu'il s'est jeté contre les fils de fer barbelés, électrifiés, vous voulez que je porte un jugement sur lui? Il a vu sa femme et ses enfants partir. Qu'est-ce qui lui reste pour vivre? Quel que soit son sentiment, quelles que soient ses réactions, je ne le juge pas. Mais il en a existé quand même. En janvier 1945, au moment de l'évacuation du camp, vous êtes encore à Auschwitz I? Je suis à Auschwitz, non, je suis à Bouna. Depuis combien de temps? Je ne me rappelle pas, je crois que je suis retourné à Auschwitz, parce que j'ai un souvenir à Auschwitz. Quand nous sommes rentrés de commando, et je ne sais pas de quel commando je suis rentré, je ne me rappelle plus, et que le haut-parleur, le commandant du camp, nous a dit, criant Achtung, Achtung, on va évacuer le camp. Et comme le canon tonnait un peu plus fort, on savait que les Russes n'étaient pas loin. Hein. J'étais à Auschwitz I, et avec 2 camarades, il n'y avait pas Maurice, il y avait 2 camarades plus valides que moi. On s'est dit, on va se cacher sous les combles et on va attendre que les Russes arrivent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Le commandant du camp a dû savoir, parce que c'était un sentiment que plus d'un avait. Je n'étais pas le seul à avoir cette idée, certainement beaucoup. Le commandant a fait passer un message au haut-parleur. Achtung, Achtung, écoutez bien ce que je vais vous dire. N'essayez pas d'échapper à cette marche. N'essayez pas de vous cacher. N'essayez pas de vous soustraire aux décisions de l'armée, parce que j'ai donné ordre aux chiens de vous déchiqueter chaque fois qu'on trouvait quelqu'un qui se cache. Alors mes 2 camarades me disent, faut mourir, on a autant mourir dans l'évacuation du camp. Et c'est comme ça moi j'avais déjà trouvé sous le plafond, c'était les grands blocs, hein, il y avait un sous-plafond, et je voulais qu'on se cache là. Je suis sûr que les Russes seraient arrivés, on serait ça, puis on ne l'a pas fait parce que mes 2 camarades n'ont pas voulu le faire, ils ont eu peur. Et nous avons commencé à marcher. Vous êtes resté jusqu'à la fin dans le bloc 12 dans le bloc 12, vous êtes resté jusqu'à la fin? Je ne me rappelle pas. D'accord. Je ne me rappelle pas parce que j'ai un souvenir, quand je suis retourné à Auschwitz, le guide qui était là, ça vaut la peine de le raconter, le guide qui était là, nous a dit je vais vous montrer un bloc habité par les déportés. Et nous a fait rentrer dans un bloc ripolliné, avec des tableaux au mur, beau. C'est tout juste s'il n'y avait pas des draps au lit. Hein. Et j'ai dit à ce gardien, vous n'avez pas le droit de montrer ce bloc. Et les autres blocs, il me dit, moi, j'ai pas les clés. Moi, j'ai que celui-là à vous montrer, je vous montre celui-là. Je lui ai dit, non, mais là, vous faussez les choses. Hein, les gens, ils vont me dire, mais de quoi vous plaignez? C'était vraiment un hôtel 4 étoiles que vous aviez là. Il me dit, vous étiez dans quel bloc? Je lui ai dit, moi, j'étais dans le bloc 12. Alors, il m'a dit, j'ai pas les clés. Je lui ai dit, mais vous allez les trouver, les clés. Et vous allez l'ouvrir. Je veux que tous mes camarades qui sont là le voient. Oh, il m'a dit, vous êtes bien dur. Voilà, moi, je dois vous montrer ce bloc-là. Je lui ai dit, non, vous allez me montrer le bloc 12. Alors, il a cherché, il a trouvé la clé. Il m'a dit, ça, je l'ai gagné. Il est allé l'ouvrir. Évidemment, on a trouvé un autre bloc, le bloc dans lequel nous étions. Et j'ai cru avoir trouvé la place où j'étais. Alors, je me suis dit,
la marche la mort en partant du bloc 12, qui était réputé être un bloc, on ne sortait pas vivant. Donc vous avez entamé cette marche de la mort en janvier 1945. C'est par bloc que vous entamiez cette marche ou comment? Je sais pas. Je sais pas. Je me suis retrouvé avec des gens que je connaissais pas. Je sais pas comment ça s'est fait. Et on s'est retrouvés 5 par 5 et on a commencé à marcher. Vous connaissez le temps qu'on a mis. On a mis 3 jours et 3 nuits à marcher, sans savoir où on allait, dans le froid, dans la neige et dans les morts. Puisque vous connaissiez le principe, non? Chaque fois que quelqu'un flanchissait, on devait le mettre ou à gauche ou à droite, et le SS l'abattait. Et les instructions étaient, comme on était 5, il y avait un qui manquait, le suivant, au même endroit, devait remonter et prendre sa place. Et la colonne commençait à se rétrécir parce qu'à gauche et à droite, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de cadavres abattus devant nous. C'est-à-dire que, quand vous me demandez quelle réaction j'avais, quand on a fait cette marche la mort, j'aurais pu, moi, m'affaisser et le SS m'aurait dit pauvre, c'était fini. On savait qu'on pouvait mourir comme ça. La preuve, c'est que sur les 75 000 ou 80 000 qui sont partis de Auschwitz, on est arrivé à 2 ou 3 000 lorsqu'on a pris les trains découverts. Je ne sais pas si vous réalisez le nombre de morts qu'il y a eu à gauche et à droite. J'ai le souvenir qu'on a failli rentrer dans un camp, mais on était tellement nombreux qu'on n'a pas pu rentrer dedans pour se réchauffer un peu. Et moi, je suis resté dehors et la marche a repris. Mais c'était vraiment la recherche d'un camp qui permettait de recevoir X milliers de déportés. Et comme l'Allemagne se rétrécissait, la Pologne aussi, il n'y avait plus de camps déportés. Ils étaient tous pleins. Donc cette marche a duré combien de temps? 3 jours et 3 nuits. Ou 3 jours et 4 nuits, ou 4 jours et 3 nuits, je ne sais pas, on ne peut pas dire. Et que s'est-il passé ensuite pour vous? Alors pour moi, lorsqu'on est arrivé à un endroit X, je ne me rappelle plus où, si, c'était pas loin de Prague, oui, parce que j'ai toujours fait le parallèle entre ce que j'ai vu à la gare de Lyon et la gare de Prague. Arrivé pas très loin de la gare de Prague, on est monté dans des wagons découverts, des wagons en charbon avec des petites ridelles. C'était en janvier, et dans ces wagons, on était entassés à 100 ou 120, peu importe le nombre, on était entassés. Il y avait de tout. Et là, évidemment, quiconque montait, on pouvait se retrouver avec des Russes, des Polonais, des Tchécoslovaques, des Ukrainiens, très durs, des Allemands aussi, et des Français. Et nous avons commencé à sillonner une partie... Ah non, on était en Allemagne. On a commencé à sillonner l'Allemagne à la recherche d'un camp, Buchenwald, Dachau, pour nous recevoir, mais c'était plein, il n'y a pas de place pour nous. On est passé par Prague, et à Prague, le train est resté... Le train avec lequel on était, il avait toujours comme instruction de laisser passer des trains de marchandises ou de voyageurs, hein, en priorité. Et nous étions sous un pont, et nous avons vu passer, parce que le train était découvert, hein, petites ridelles comme ça, nous avons vu passer des Pragois au-dessus du pont qui allaient au travail. C'était un matin, 5-6 heures du matin. Et ils nous ont jeté du pain. Parce qu'ils avaient compris que c'était, quand ils ont vu cette horde de gens dépenaillés, gros temps de froid, ils ont compris qu'on était déportés, ils étaient au courant. C'était pas comme à la gare de Lyon où tout le monde, personne n'a jeté un regard. Ils ont jeté du pain et les SS ont tiré sur eux pour arrêter cette distribution de pain. Et là, le premier jour, ça a été terrible. On ne pouvait même pas s'asseoir, tellement on était nombreux. Et puis s'asseoir, c'était l'étouffement total. Et puis, on m'a poussé, on m'a mis contre la ridelle métallique, et j'ai eu froid, évidemment. Alors, à tour de rôle, avec mes camarades, chacun essayait de se pousser pour aller au froid, et pour boire la neige qui tombait sur la ridelle du wagon.
puisqu'on n'a pas bu pendant 6 jours, 7 jours. Hein. Et puis, il s'est passé un événement, là, le troisième jour. Troisième jour, d'après les statistiques, le troisième jour. Un de mes amis, qui était un très bel homme aussi, il avait gardé ses forces, il avait gardé sa lucidité pendant longtemps. Et voilà qu'il s'est mis à flancher un soir, un matin, ou un soir, je ne me rappelle plus. Non, c'est un matin. Il me dit à moi, Alfred, tu devrais faire comme moi. Il était procureur général, non, pas procureur, avocat général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il s'appelait Lévy Valency. Tu devrais faire comme moi, tu devrais te tricoter un bonnet et tu le mets sur la tête. Et dès que la tête est chaude, tout le reste va suivre. Écoute-moi bien, moi regarde, il n'est pas beau mon bonnet? J'ai dit, ça va, toi, tu commences à être fou. Tout à l'heure, ça sera notre tour. D'autant plus que là où j'étais placé, au fond du wagon, le bruit courait jusqu'à nous que des Russes avaient ouvert le ventre de certains pour manger le foie. Alors on s'est dit, ou on meurt fou, ou on meurt dépecé par les Russes ou les Ukrainiens qui ont besoin de manger. Il y avait 6 jours, 6 jours. C'était des prisonniers de guerre, hein, des prisonniers de guerre déportés, russes. non pas des prisonniers, des déportés. Des déportés. Déportés. Pour telle ou telle raison, je ne connaissais pas la raison. Mais qui commençaient à s'entretuer entre eux. Hein. J'ai dit, tout à l'heure, ça va arriver jusqu'à nous, puisqu'il y avait ce mouvement de foule. J'ai dit, alors il faut faire quelque chose. Et j'ai pris 2 de mes camarades, et je leur ai dit, stop, maintenant c'est fini, il faut qu'on s'évade. Alors les Russes qui l'ont appris nous ont dit, c'est une très bonne idée que vous avez, d'autant plus que là vous avez Tito qui est là-haut, vous allez pouvoir le rejoindre et vous aurez votre vie sauve. Nous on y a cru à ce qu'il nous avait dit, et on était dans une ville d'Autriche qui était Freistadt. Et j'ai combiné un plan avec mes camarades qui s'est révélé plus ou moins valable, plutôt moins que bon. J'ai dit, les SS nous avaient donné comme instruction de jeter les cadavres le matin. Tous les matins, jeter les cadavres de la nuit sur le ballast, tout nus. On va se faire passer pour des cadavres, à 3, 2 camarades et moi, à 3, et avec la complicité de certains Russes qui voulaient avoir un peu plus de place, on s'est mis d'accord pour qu'ils nous jettent en même temps, tous les 3. Et ils nous ont jetés tous les 3 tout nus. Et j'ai dit à mes amis, on va attendre que le train arrive à une courbe. Parce que, comme il y avait un wagon de tête et un wagon de queue qui était bourré de SS, chacun des wagons pourrait penser que l'autre allait nous tirer dessus et nous pourrions avoir la vie sauve. Le malheur a voulu que tous les 2 nous aient tiré dessus. Un des 2 camarades est mort, à côté de moi. C'était qui ces camarades? Un Roditi. Roditi, R-O-D-I-2-T-I. Un Français aussi. Comment? Un Français aussi? Un Français de Marseille. De Marseille. L'autre, c'est un Parisien. Moi, et l'autre est un Parisien, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le sang est partout du sang, le matelas de neige, j'étais tout nu, on grelottait, on avait froid. Je ne sais pas ce qu'a fait l'autre, peut-être qu'il est parti, j'en sais rien. Mais pour le Roditi, j'ai une autre explication. Et j'ai vu arriver à ce moment-là un garde-voie en traîneau qui suivait la voie ferroviaire, qui était chargé de faire attention qu'il n'y ait pas d'explosifs ou autre, qui est un gardien de voie, qui m'a vu tout nu et qui est venu vers moi et il m'a jeté sa pèlerine sur moi. J'étais en traîneau, il m'a mis dans le traîneau. J'ai dit ça va, il m'arrivera ce qui m'arrivera maintenant. J'ai fait ce qu'il fallait. Et il m'a amené chez lui. Dans une maison qui jouxte la voie ferrée, juste une petite masure qui était là. Il m'a fait rentrer chez lui en se précipitant sur le téléphone mural pour appeler les SS. Et sa femme qui a vu arriver un cadavre avec une pèlerine, j'ai vu une pèlerine, je crois, c'est pas la couverture d'une pèlerine, sa pèlerine à lui, a compris que j'étais, elle entendait les trains passer constamment, j'ai compris que j'étais un déporté, et l'a supplié à genoux de ne pas appeler les SS pour qu'on m'arrête.
en disant il va mourir, laisse-le mourir ici. Et lui, il a répondu, ça je l'ai compris en allemand, il lui a répondu, tu sais bien que si on le trouve ici, ils vont nous tuer, toi, moi et la petite. Donc il y avait une petite, un bébé dans la pièce. Et il y avait sur le poêle du lait qui chauffait pour le bébé. Elle a dit, laisse-moi le 5 minutes au moins. Je ne sais pas ce qu'il a dit, oui ou non, j'en sais rien. Pendant ces 5 minutes-là, elle a eu une très bonne idée. Elle a trempé des mie de pain dans du lait chaud et elle m'a humecté les lèvres, alors que j'étais mourant. Et puis, j'ai perdu connaissance à ce moment-là. J'ai été réveillé par 2 grands gendarmes, habillés avec le pectoral sur le machin. Ils m'ont laissé la pèlerine du gardien sur moi et ils m'ont emmené en prison à Freistadt, là, en Autriche. C'est une ville qui s'appelle Freistadt. Sa signification, vous savez ce que c'est? Ville libre. Et là, on m'a mis en prison. Là, on m'a donné des vêtements. J'étais habillé, je devenais un homme civilisé. On m'a laissé dans une cellule, couché par terre. Pas beaucoup d'égards pour moi, mais j'avais des vêtements. J'avais déjà chaud. J'avais chaud, je pouvais boire, et j'étais habillé. Jusqu'au jour où on m'a appelé pour aller devant un aéropage de personnes, 5 ou 6 ou 7 personnes, je ne me rappelle plus, sur une estrade, et moi j'étais par terre, qui m'ont appelé par mon nom, etc., et qui ont décidé que je devais être, d'abord, j'ai cru comprendre qu'ils avaient pris une décision, et puis il y en a un parmi eux qui a dit non, il devait avoir le maire de la ville. C'était une prison de la ville, c'était pas une prison de la SS ou de la Gestapo. Hein. Et ils ont décidé de me remettre au SS. Donc, il y avait un sursis. Je me suis dit, bon, je ne serai pas pendu, on va me remettre au SS, on verra si SS me pendre, puisque la règle, c'était de pendre les évadés. Tout ce qui était évadé, il fallait les pendre. Et je suis monté dans un camion, et ce camion m'a amené à Mauthausen. C'était à 7-8 km de Freistadt-Mauthausen. Quand je suis arrivé à Mauthausen, j'ai vu une potence. J'ai cru que c'était pour moi. Et puis là, le commandant me mit en quarantaine. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne sais pas avec qui j'étais. Je sais même pas, je connaissais même pas la structure de Mauthausen, si j'étais à Mauthausen ou dans un camp annexe. Quand j'ai vu l'importance du camp et des appels du soir et du matin, j'ai compris que c'était un camp colossal, qui était à l'exemple de celui d'Auschwitz. Hein. Contre toute attente, au lieu de travailler à Mauthausen, on m'a mis à Gusen 1. Gusen 1, c'est le camp annexe de Mauthausen qui est en contrebas, à 2 km ou 3 de Mauthausen, en contrebas. Et là, j'ai travaillé pendant 1 mois, 2 mois, je ne me rappelle plus. Très dur, mais j'ai travaillé. Et on m'a mis ensuite à Gusen 2. Pourquoi à Gusen 2? Et là, encore une fois, mes camarades, qui savaient que j'étais nommé à Gusen 2, savaient que c'était ma dernière heure qui arrivait. Il n'y a pas de survivants Gusen 2. On travaillait dans les tunnels, dans la fameuse carrière de Mauthausen, dont vous avez entendu parler, peut-être, le fameux escalier de Mauthausen, où il est écrit « Ces escaliers sont cimentés avec ton sang ». À Gusen 2, c'est peut-être là que j'ai le plus souffert. De toute votre déportation? Depuis ma déportation, oui. Il y a un petit Polonais qui s'était acharné sur moi. Il voulait m'avoir. Un capot? Hein? Un capot polonais? Non, c'est même pas un capot. Il devait faire fonction de capot parce qu'il était protégé par le capot. Il travaillait pas, lui. Moi, j'étais chargé dans le tunnel d'enlever des blocs de pierre, de les mettre, je sais pas si on les mettait sur un tapis roulant, je me rappelle plus, ou si on les sortait par un wagonnet, sur quoi, je me rappelle plus. Je fais ça sans arrêt, et on se levait le matin à 3-4 heures du matin, on prenait un train sur une plateforme, on arrivait sur le chantier 5 minutes après, c'était en bas, la colline, on rentrait là-dedans, dans le noir, on restait jusqu'au soir, et le soir, à 8h ou 7h ou 6h, il faisait nuit, on rentrait au camp, je ne me rappelle plus non plus les heures,
On avait qu'une hâte, même sans manger, sans rien, c'était d'aller se reposer un petit peu. Et ça, je l'ai fait pendant Gouzen 2, j'ai dû rester pour un mois ou deux. C'est pas clair dans mon esprit. Le temps n'avait pas d'importance. Est-ce que c'était un mois et demi, 5 semaines, 4 semaines? C'est important. C'était beaucoup, trop longtemps. C'était beaucoup, c'était surtout des politiques, là, à Mauthausen et à Gouzen. C'était plus exactement les mêmes gens qui étaient vos compagnons, vos camarades. Mais qui étaient favorisés. Nous, les Juifs, on avait toujours la même chose. On était repérés pour faire les travaux les plus durs. Il y avait des politiques. Il y avait aussi des résistants. Il y a des politiques, des résistants, il y avait des communistes et il y avait des soldats. Les soldats russes, ceux-là, il n'y a pas de pitié pour eux non plus. Hein. Il y avait de tout. Il y avait beaucoup de Saloniciens, beaucoup d'Espagnols. L'Espagnol de l'armée des Républicains avait été déporté. Et bon, moi j'étais attaché à une tâche, c'était difficile. Bon, il y avait plusieurs tâches, puisque nous, quand on faisait les tunnels, ça débouchait sur une pièce immense, propre, blanche, avec du carrelage au sol, mais non, vous n'avez pas le droit d'entrer. Mais certains de mes camarades pouvaient avoir accès à cette pièce parce qu'ils étaient des ingénieurs, parce qu'ils s'occupaient des petites pièces. C'est là qu'on faisait les petites pièces pour les V2 et les V1. Vous ne connaissez pas, vous n'avez pas entendu parler des V1 et les V2, ces fusées qui risquaient de faire gagner la guerre à Hitler. Et voilà comment j'ai vécu jusqu'au jour où j'en pouvais plus. J'avais un événement qui m'avait un petit peu fait mal, c'est que mes camarades me disaient, il y a une voiture de la Croix-Rouge qui circule autour du camp, il y a sûrement Bernadotte dedans, et le bruit courait que Bernadotte était venu nous libérer, nous racheter. Il avait fait un accord avec Himmler. Himmler lui avait demandé à Bernadotte de négocier avec Churchill, Eisenhower et Roosevelt la libération de certains juifs par tronçon si les Américains, les Alliés, ne poursuivaient pas Himmler pour crimes de guerre. Et Bernadotte y a cru. Et quand alors le bruit a couru dans le camp que Bernadotte venait nous libérer. On y a cru nous aussi. Et les SS qui voulaient donner le change pendant 2 ou 3 fois nommaient une centaine de déportés, toujours par 5, pour pouvoir être libérés. Et comme je travaillais au camp, et que ça se passait, je ne me rappelle plus quel jour, dans la semaine, ou dans la journée, je me précipitais je marchais déjà pas très bien, je me précipitais pour mettre sur la colonne pour être libéré. J'étais toujours le 101e, 2 fois de suite. J'ai dit, c'est pas ma chance. Quelque temps après, on a appris que les fumées, les crématoires fumés, c'était un leurre. Et il fallait nous croire pour dire à Bernadotte, vous voyez qu'on respecte notre parole, nous on libère, mais il est brûlé. Donc j'ai échappé à ça. Mais à partir de Gouzen 2, où j'ai tant souffert, je ne voulais plus sortir, aller à l'appel. J'ai dit, tant pis. Et c'est là que, tout à l'heure, je n'ai pas pu répondre aux questions, c'est là que le désespoir vous atteint. J'en avais marre. J'en pouvais plus. J'avais tout fait. J'ai dit, maintenant, je reste là, ils n'ont qu'à me fusiller, ils n'ont qu'à me tuer. Si on ne se présente pas à l'appel, c'est une raison pour être tué. Hein. Je sais pas. Et puis, je suis resté sur mon chalet à 3 étages, à côté de cadavres, ou de gens, ou 3 quarts morts. Je suis resté comme eux. Et personne n'est venu me chercher. Et mes camarades m'ont dit, je crois que les SS n'ont plus rien à manger non plus, parce qu'ils ne nous donnaient plus à manger à personne. Les SS non plus n'ont plus rien à manger. J'ai dit, il se passe quelque chose. Et j'ai appris à ce moment-là, un peu avant, la mort de Roosevelt, qui m'avait lamenté parce que je me suis dit, la guerre va durer encore. Roosevelt mort, c'est en avril 45 qu'il est mort. Et là, j'ai un sursaut. J'ai dit, j'en peux plus, mais je voudrais mourir dignement.
Alors j'ai adressé une prière à Dieu. Et je lui dis, j'ai tout fait. Tu es bien placé pour savoir. Je me suis battu. J'ai entretenu mes amis, mes camarades. J'ai accepté ça, ça. Là, je ne peux plus accepter. Alors, sois gentil, fais-moi plaisir. Rappelle-moi à toi tout de suite. Je ne peux plus attendre. Et puis, je suis resté comme ça. Certainement, je suis tombé dans le coma. À ce moment-là, j'étais mourant. Jusqu'à ce que 2 camarades me viennent, me prennent comme ça. Ils étaient plus valides que moi, évidemment. Me prennent et me disent, viens voir. Et ils me font descendre du lit et ils m'amènent près de la porte. Il y avait un char américain qui était là, évidemment là. Il en est mort beaucoup à ce moment-là. Beaucoup, ils sont morts. À ce moment-là, ce jour-là, j'ai vu les chars américains, j'ai vu des Russes tuer un cheval, boire son sang et mourir sur le coup. Alors, je ne sais pas quelle réaction j'ai eue. J'ai un colonel américain, certainement médecin, qui m'a dit, je n'oublierai jamais ces mots, « Toi, je te sauverai. Pourquoi moi ?» Et en me voir dans cet état dans lequel j'étais, il m'a fait transporter dans un lit à un hôpital militaire, sous tente, où il y avait des soldats américains qui étaient blessés. Et j'avais droit au même traitement que ces soldats, avec toujours ce colonel près de moi. Et je suis resté peut-être 15 jours, 1 semaine, 1 mois, je n'en sais rien. Je ne connais pas la durée. J'ai fait des rapprochements après par la date de mon retour à Marseille. Je me suis aperçu que j'ai dû rester là 15 jours, à l'hôpital, en ayant perdu connaissance. Il y a eu toutes sortes de produits américains qui m'ont sauvé, du gros, je me rappelle, j'avais des machins de partout, et ce colonel qui ne m'a pas quitté une seconde. Et quand je me suis réveillé, il m'a dit, ça y est. Je lui ai dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? Ben ça et ça et ça et ça. Je lui ai dit, où est mon père? Où est ma mère? Je commençais à divaguer. Où sont mes sœurs? Ah, il m'a dit, écoute, pense à toi, on verra après par la suite. Non, tout de suite, je veux savoir où ils sont. Je suis tellement rendu malade qu'il m'a dit ça, j'ai compris. Il m'a mis dans un avion, un B-29, tout seul, avec un médecin à côté. Il m'a dit, tu vas aller à Lunéville. C'est là qu'on a le camp d'armée, la base américaine. Et moi, je te remets aux autorités françaises, je ne peux plus rien pour toi. Je suis arrivé à Lunéville en avion sanitaire, puisque j'étais tout seul, sur un brancard. On m'a transporté. Qu'est-ce qu'on a fait, hein? On a appelé le maire de la ville, en disant, nous avons ici un déporté français, et nous allons vous le confier. Le maire qui était heureux, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a organisé un bal pour moi. J'étais mourant, mais il a organisé un bal. Et moi, j'étais dans un bal à la mairie de Lunéville, allongé, et tous les gens qui venaient m'embrasser pour me souhaiter la bienvenue. Mais j'ai rendu fou ce maire. Je lui ai dit, moi, je m'en fous de ça. Je veux retourner chez moi, savoir si mon père est vivant. Et ma mère, je sais pas, et mes sœurs, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Parce que quand vous êtes 7 frères et sœurs, un père et une mère, à cette époque-là, vous pouvez penser qu'ils ont été arrêtés aussi. C'est ce qui vous vient à l'esprit. Je voulais savoir ce qui est devenu. Parce que vous vous souveniez plus du tout de... Vous vous souveniez du camp quand même. Enfin, vous vous souveniez du camp de... De Mauthausen, d'Auschwitz. D'Auschwitz? Oui. Ah oui. Oui, vous vous en souveniez. Enfin, ah oui, pas... oui, mais j'ai gardé toute ma lucidité. Et donc vous disiez que peut-être votre père avait été sélectionné sans que vous l'ayez vu. Ah non, mon père, je savais qu'il était sélectionné le jour même, puisque sur cette date, sur le document qu'on a reçu, il est mort le 23 mai. Donc, nous sommes arrivés le 23 mai, il est mort le 23 mai. Donc, mais je ne connais pas de nouvelles de ma mère. Ma mère aurait pu être sauvée, d'autant plus que lorsqu'on a annoncé qu'il était vivant, on a dit que ma mère était vivante, qu'elle est morte après la guerre, à Auschwitz, ou ailleurs, je ne sais pas où. Donc, et je ne sais pas si mes sœurs étaient vivantes, je ne savais pas si ma jeune sœur était vivante, je ne savais pas celles qui étaient déportées avec moi, je ne savais pas ce qu'étaient devenues les 3 qui étaient à Lourdes, et s'ils ont été arrêtés là-bas, je ne sais pas.
Dans le doute, alors, de Lunéville, le maire a dit la même chose, écoute, d'accord, je t'envoie à Paris, et on verra bien à Paris. Alors à Paris, il m'a mis dans un train sanitaire, il y avait des trains sanitaires à ce moment-là et on m'a amené transporté à l'hôtel Lutetia. À l'hôtel Lutetia, quand ils m'ont vu arriver, le médecin qui était là, quantité de gens qui arrivaient avec des pancartes, des noms, moi j'étais dans un autre monde déjà, le médecin qui était là, non, non, pas pour nous ça, à la Salpêtrière tout de suite, il faut le sauver. Je devais avoir un traitement, je ne me rappelle plus quoi, mais j'étais dans le cirage, dans le cirage le plus total. À la Salpêtrière, j'ai rendu fou aussi le professeur qui était là, qui me soignait, le professeur, les médecins, les infirmières, en leur parlant de mon père, de ma mère, de mes soeurs, de mes frères, qui s'étaient devenus mes amis et tout ça, la grande inconnue. Et puis comme il ne répondait pas à ce que je demandais, au bout d'un jour, j'ai décidé de me sauver de la Salpêtrière. J'étais en pyjama d'hôpital, avec un pyjama d'hôpital, une chemise d'hôpital, je ne me rappelle plus où, je ne sais pas, l'hôpital. Et je suis sorti de la Salpêtrière et je me suis affaissé sur un banc qu'il y a devant la Salpêtrière. Et j'ai perdu connaissance jusqu'à ce que mon homme me dise « Allô mon gars, qu'est-ce qui t'arrive ?» Puis il a dû voir que j'avais les cheveux rasés, et comment il a vu mon numéro, je ne sais pas, mais il a compris que j'étais un déporté. Oh là, il m'a dit « Viens, viens ». Et il m'a mis à sa voiture, il avait une voiture à gazogène, il m'a transporté à sa voiture et il m'a amené chez lui, à Gentilly. C'était un industriel important qui avait une usine de biscuits qui était très connue. En arrivant chez lui, il m'a dit « Je veux téléphoner à mon médecin tout de suite pour te voir, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. » Il a appelé son médecin qui est venu 5 minutes après, parce qu'il a dû lui dire que c'était urgent. Et le médecin lui a dit « Retourne-le vite à la Salpêtrière. Il risque de mourir ici et c'est pas bon. » Donc la preuve était que j'étais dans un mauvais état. À la Salpêtrière, j'ai rendu fou tout le monde. Alors ils ont décidé de m'attacher. Parce que pour ne pas que je m'échappe encore une fois, moi je voulais arriver à Marseille, voir si les miens étaient vivants encore. Et là, la fille de ce monsieur Beau était une ancienne éclaireuse, ou une scout de France, qui s'était attachée à moi et qui tous les jours apportait des biscuits et du champagne pour le personnel, pour que je sois bien traité. Moi, je ne pouvais pas boire, je ne pouvais pas manger. Je suivais, il fallait faire attention à ce qu'on nous donnait à manger. Hein. Et j'ai eu comme ça tout le personnel à ma dévotion, qui était près de moi, parce que cette fille entretenait cela avec eux. Et comme je les ai rendus fous aussi, bon, je me dis ça, on vous met dans un train sanitaire et vous rentrez à Marseille. Et je suis rentré à Marseille pour trouver. J'ai trouvé que ma sœur était revenue, mon père n'était pas revenu, ma mère n'était pas revenue, et mes 3 frères et sœurs étaient revenus de Lourdes. Ça, c'est un segment de mon histoire. L'histoire a fait que j'ai toujours douté que je m'étais échappé de ce train, que je m'étais évadé, parce que je connaissais les conséquences, c'était la mort. Or, je me suis dit, c'est une forme de suicide. Pourquoi je l'ai fait? Alors, je n'ai pas dû le faire. Et je me demandais si je l'ai fait. Puis, je l'avais raconté avec des amis dont la femme était une Autrichienne. Et comme elle connaissait Freistadt et qu'elle connaissait... elle m'a dit, moi, je vais écrire au maire de Freistadt. J'avais écrit plusieurs fois, il ne m'avait pas répondu. Je vais écrire au maire de Freistadt pour qu'il vous reçoive et qu'il connaisse votre histoire, parce que c'est un événement important. Et en sachant tourner une lettre en allemand, le maire de Freistadt lui a répondu « Je serais heureux de recevoir ce garçon, cet homme-là ». Et nous y sommes allés, avec ma femme, le grand bain Sirat, c'était Grand Bain de France à l'époque, non, c'était pas Grand Bain de France, Grand Bain du Consistoire Central, sa femme, ses 2 amis, et nous sommes allés donc dans cette ville où j'ai préparé tout ce que je devais dire, un discours de reconnaissance, puisque c'est la ville où... Et j'ai constaté que le maire avait une appréhension quand il m'a vu. Il s'est demandé si je retournais pour lui demander des dommages et intérêts, des réparations,
ou au contraire une certaine reconnaissance. Et en écoutant le discours que j'avais fait, il a compris que je n'étais pas animé de mauvaises intentions, que je voulais surtout retrouver cette femme qui m'avait quasiment sauvé la vie, en ayant l'intelligence de ne pas me donner à boire quelque chose ou à manger quelque chose. Dans l'état où j'étais, je faisais 30 kilos. Hein. Elle m'a sauvé la vie. Je ne sais pas si vous réalisez un geste d'un mie de pain trempé dans du lait bouillant, et ça m'a suffi pour... Et je voulais la retrouver à tout prix. Alors il téléphone au procureur de la ville en disant « J'ai près de moi un ancien déporté qui souhaiterait retrouver une certaine dame dont le mari était garde-voie. » Il dit « Écoutez, envoyez-le moi, mais il n'y a aucune chance pour qu'on la retrouve. Hein. » Et quand j'étais au tribunal, il m'a dit « Ça s'est passé quand ?» Je lui ai dit « Ça s'est passé en janvier 1945. » Il me dit « Vraiment pas de chance parce que la loi autrichienne nous oblige à détruire tous les documents de cette période après 30 ans. Et vous, ça fait 35 ans ou 40 ans, je ne me rappelle plus. Il n'y a pas de trace de votre procès. » Je lui ai dit « C'est pas possible. Vous avez certainement une trace. » Et à ce moment-là, mes yeux se portent sur des étagères où il y avait encore un casier, une boîte. Je lui ai dit « Vous êtes sûr qu'on n'avez plus d'archives ?» Il dit « Non, plus d'archives. Non, non, c'est la loi est formelle. » Et là, le greffière qui était là, elle lui confirme que tout a été brûlé, tout a été... Et je vois cette boîte, je lui dis « Mais vous ne pouvez pas descendre ça ?» Il me dit « Tout ça, il a descendu pour me faire plaisir. Il me dit « C'est quelle époque, vous ?» Je te dis « En janvier 1945. » Il me dit « Vous avez de la chance. C'est janvier 1945, c'est la boîte de janvier 1945. » Et il retrouve mon nom, mon histoire. Alors il a demandé de récupérer ce livre pour l'envoyer à Yad Vashem, à Jérusalem. C'était important, puisqu'un procès tenu par des Allemands, il fallait le dire. Hein. Et c'est là qu'on a trouvé le nom de Victor Roditi. Donc il n'était pas mort. Il est mort après. Mais quand il est rentré, quand ils l'ont pris, ils l'ont mis à Freistadt, il est mort tout de suite après. Mais quand je l'ai laissé mort sur le ballast, il n'était pas mort. J'ai eu l'occasion de voir sa mère qui m'a demandé, qui a su que j'étais avec son fils, et qui m'a demandé ce qui était venu. Je ne sais pas, je pense que je n'ai jamais voulu dire qu'il était mort comme ça. Voilà un événement important, parce que j'ai retrouvé cette femme. Nous sommes allés ensuite à la maison de retraite où elle était. Elle a été d'une émotion admirable au possible. Elle a pleuré pendant des heures et des heures. On l'a couverte de présents et de cadeaux, tellement moi je voulais lui dire toute ma gratitude, ma reconnaissance. Le grand rabbin Sirat pleurait avec elle. Elle lui a tenu la main pendant 3 heures, sans vouloir lui lâcher la main. On est parti à regret le soir. J'étais retourné à l'endroit, à la courbe où je me suis jeté pour le retrouver. Le chauffeur de taxi qui m'avait amené m'a montré que près de la masure où ils étaient, et à pas loin de Freistadt, c'était cette courbe-là qui était importante. Et quand nous sommes rentrés à Paris, nous avons appris que cette femme venait de mourir. Donc elle était morte 2 jours après notre passage à Freistadt. D'un souvenir que je ne peux pas oublier, parce que ça a jalonné ma vie. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce que m'avait prédit ma jeune sœur s'est réalisé. Je me suis marié avec cette femme exceptionnelle qui est ma femme. Racontez-moi cette histoire parce que... Ma sœur, Marie, à Auschwitz, disait toujours à sa camarade Esther Al-Grenati, « Si on sort de cet enfer, tu te marieras avec mon frère. » Elle a ajouté des compliments élogieux, de gentils mots que je ne peux pas répéter, que mon frère c'est ceci, mon frère c'est cela. Et puis un jour de Kippour, donc ça devait être 1 an après, pour Kippour, oui. Non, pas si c'est 1 an, c'est 1 an, oui. J'étais à la synagogue, et le hasard a voulu que je sorte au milieu de l'office, alors que je ne sors jamais
au milieu de l'office de Kippour, je reste à la synagogue. Et en sortant, ma jeune sœur qui était là, à l'entrée de la synagogue, qui prenait l'air, me dit, elle dit à sa camarade, voilà, c'est mon frère dont je t'ai parlé à Auschwitz. Et à moi, elle m'a dit, voilà Esther dont je t'ai parlé à Auschwitz. Et il s'est passé un miracle qui a fait que je tombais follement amoureux de ma femme, qui était une femme exceptionnelle. Est-ce que vous pensez que le fait qu'elle ait été déportée, qu'elle ait vécu pas les mêmes choses, mais qu'elle puisse comprendre en tout cas ce par quoi vous étiez passé, le fait que, oui, le fait que vous ayez été l'un et l'autre déportés, c'est quelque chose qui était important pour vous, c'est-à-dire... C'est une question drôlement importante parce que est-ce que je serais tenté de vous dire qu'on n'en parlait jamais ou bien je serais tenté de vous dire qu'on en parlait tout le temps? Je sais que, par exemple, elle était percluse de rhumatisme et je la soutenais pour la mettre au lit et je la descendais du lit. Et elle ne se plaignait jamais, sauf la nuit quand elle hurlait à la mort, quand elle faisait des cauchemars. Si bien que moi, je savais qu'elle faisait des cauchemars. Et j'essayais de la réveiller gentiment. Et moi aussi, je faisais des cauchemars. Elle essayait de me réveiller gentiment aussi. Si bien qu'il y avait une compréhension entre nous, comment dirais-je, elle était pas voulue, mais c'est une compréhension, c'était un accord. Oui, mais il faut quand même retenir quelque chose. Nous ne parlions pas entre nous de cette époque. La preuve, c'est que nous n'avons rien raconté à mes fils de substantiel, d'important, de conséquent. On n'a rien raconté. Nous n'étions pas les seuls en ce cas-là. La plupart des déportés n'ont pas raconté ce qui s'était passé. Moi, je vous parle avec vous, mais vous ne vous rendez pas compte que je suis en train de vous raconter ce que je n'ai pas dit pendant 30 ans ou 40 ans. Et que j'ai vécu au milieu de gens qui ne savaient pas qui j'étais. Est-ce que ce silence-là, ça a été aussi, certains ont pu dire, par exemple Simone Veil, certains ont pu dire, c'est un silence qu'on a eu parce qu'on n'a pas voulu nous entendre, on n'a pas voulu nous écouter. Comment vous savez ça, vous, madame? Je n'en sais rien, je pose la question. Mais comment vous posez? C'est une question pareille, puisque vous avez l'impression de la vivre. Effectivement, on n'a pas voulu nous entendre. On n'a pas voulu nous écouter, on n'a pas voulu nous croire. Alors nous sommes retranchés derrière ce silence. On n'a pas voulu raconter. Vous vous souvenez ça en 1946-47 à Marseille? Absolument. Absolument. Il y a un événement très triste que je n'ai peut-être pas le droit de raconter là, mais le rabbinat n'a rien fait pour nous recevoir dignement. Alors que les résistants ont été reçus dignement. Ne serait-ce que le maire de Lunéville, comme il reçoit un déporté. Le rabbinat à Marseille, non. C'était bon, c'était un accident, c'était un malheur. Et nous avons tous retroussé nos manches et nous avons travaillé. Moi, j'ai travaillé tout de suite dans la même entreprise où j'étais avant. La même. Quand je suis retourné de déportation, le patron m'a dit « Monsieur le Coubier, vous avez votre place, qu'on vous la gardez. » Il y a une autre question que je voulais vous poser qui est la suivante, et vous inquiétez pas, après je vous laisse tranquille, bientôt. Vous avez été, donc vous êtes séfarade, et c'est vrai qu'en France notamment, la mémoire de la guerre, la mémoire de la catastrophe, est beaucoup une mémoire ashkénaze. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été... Comment est-ce que vous l'avez vécu, ça? Cultivé, non? Oui. Est-ce qu'on vous regardait comme ça en se disant mais c'est un juif séfarade, il n'a pas vécu ça? Ou comment... Même quand dans les années 70-80, on a commencé enfin à parler de cette histoire, est-ce que vous vous êtes pas senti à la marge? Je peux vous, comment dirais-je, lui donner une consistance à votre question. Nous étions un jour à Jérusalem et nous visitions le musée du livre. Et comme on marchait beaucoup quand on visite, on ne pouvait plus, on s'est assis quelque part avec ma femme pour retrouver nos forces. Et je ne sais pas ce qui s'était passé, ou bien une femme est passée, elle avait vu le numéro de ma femme sur son bras, ou bien c'est elle qui parlait en yiddish à quelqu'un. Et cette femme s'est rapprochée, enfin, elle lui a parlé en yiddish. Alors elle n'a pas répondu, ma femme.
Il a dit, pourquoi vous? Ben, déporté, vous? Oui, mais d'où? De Marseille. Ah bon? Et vous parlez pas yiddish? Et ma femme a eu ce mot que je n'oublierai jamais. Je vous demande pardon de ne pas parler yiddish, madame. Et je vous demande pardon d'avoir été déportée. La femme n'avait rien compris. Elle est restée avec cette idée que la déportation, c'était les Ashkenazim. C'est vrai qu'il y a eu 3 millions de Polonais qui ont été déportés. Et les Polonais, c'était quoi? Des Ashkenazim, bien sûr. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de déportés de Belgique, de Hollande, des Ashkenazim. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de Séfaradim aussi. Et puis, c'est quoi la déportation? C'est évaluer au nombre de personnes? C'est quoi la déportation? S'il y avait eu que 42 personnes séfarades, c'est pas grave. 42 personnes au milieu de 6 millions de juifs? Non. Et dans votre communauté séfarade, j'imagine, enfin dans votre communauté à Marseille, Oui. ou puis à Paris peut-être, est-ce qu'on prêtait attention à ce que vous aviez vécu? Maintenant. Maintenant. Pas avant. Avant, ce sentiment que vous venez d'expliquer maintenant sur les Ashkenazim avait fait tache d'huile. Hein, c'était eux qui avaient souffert, et nous, peut-être que nous nous sommes tus. Parce que Simone Veil est séfarade. Elle a vécu à Nice. Et ses parents je crois qu'ils étaient alsaciens. Je me trompe ou pas? Ils étaient alsaciens peut-être. Mais elle a vécu à Nice. À Nice et dans une ville sur la côte. Donc, ils s'étaient octroyé ce titre de déporté. Ils ont eu l'écoute de beaucoup d'organisations. Et nous n'avons pas su nous le dire, parce qu'on ne voulait pas le dire. Et pourquoi on ne voulait pas le dire? Parce qu'on ne voulait pas nous écouter. Et pourquoi ne pas vouloir nous écouter? Parce qu'on n'a pas voulu nous croire. Et pourquoi ne pas avoir dit? Parce qu'on ne voulait pas se mettre en avant. C'est toujours pareil. Le sentiment des Séphardim est tout à fait différent. Or, quand on sait que Salonique, en totalité, elle a été déportée. J'ai encore 2 questions à vous poser. Je vous en prie. La première, c'est de savoir si pendant toute votre vie, j'imagine évidemment que vous l'avez dit, enfin, en parlant de votre femme et de ces cris pendant la nuit, de ces cauchemars, que de toute façon la déportation a été au cœur de votre vie. Ce que je voudrais savoir, est-ce que plus tard, quand on avance, quand on vit d'autres expériences, est-ce que, en quelque sorte, ce qu'on a vu au camp, les réactions qu'on y a vues... à quelque chose? Non. Est-ce que on imagine, par exemple, les gens qu'on rencontre dans les années 50, dans les années 60, on les imagine au camp? Est-ce qu'en quelque sorte, la vie au camp devient une sorte de critère à partir de quoi on juge le reste de la vie? Est-ce que ma question est claire? La question est très claire et la réponse est difficile parce que elle est difficile à croire. J'y pense matin et soir. En toutes les circonstances de la vie, à tous les moments, quand je suis à table, quand je reçois mes petits-enfants, quand je mange, quand je dors, quand je vous parle, bien entendu, je pense à ça. Tout me revient en mémoire. La nuit, tout se passe dans ma tête, même quand je suis réveillé, même si ce n'est pas en rêve. Ça nous collera à la peau pour la vie durant. Et est-ce qu'il vous arrive d'imaginer ce que des gens que vous connaissez dans d'autres circonstances, dans des circonstances professionnelles par exemple, est-ce que il vous arrive de vous demander, mais comment se serait-il comporté? Comment aurait-il été? Est-ce que c'est pas un critère de jugement, mais quelque chose finalement une sorte de prisme existentiel à travers lequel vous voyez les gens et les choses qui vous arrivent dans la vie? J'ai peur que vous me demandiez si je rends responsable le monde. Non, pas du tout. C'est pas du tout le sens de ma question. La question, c'est est-ce que il vous arrive finalement de rencontrer quelqu'un d'anonyme ou qui n'a aucun rapport avec cette histoire et de vous dire, mais lui, comment il se serait comporté, par exemple? Ou quelle aurait été... Ça m'amène à vous raconter une petite histoire. C'est toujours des petites histoires, ça, mais c'est peut-être ça, c'est ce qui étoffe. J'étais en 55 ou 56, je ne me rappelle plus, sur le boulevard de Batignolles,
avec un coéquipier avec lequel je travaillais, avec qui je travaillais, et qui se voit abordé par deux jeunes garçons entre 17, 18 ans, 19 ans. Et ce coéquipier avec moi connaissait mon histoire, puisque on ne peut pas la cacher, parce qu'il m'a vu mon numéro, peu importe la raison. Et ces deux garçons nous ont apostrophés en nous demandant où se trouvait la gare de l'Est. Mon copain, qui était mon camarade à l'époque, dit « Là, vous tournez là, vous allez là, vous allez là, oui, voilà. » Et un des deux demande à l'autre, à mon camarade, en allemand, wie viel, combien, j'avais compris, combien de temps, du temps pour aller à pied là-bas. Ben, mon camarade lui dit non, vous prenez le métro là, il vous amène devant la gare de l'Est, ou la gare du Nord, c'est la gare du Nord, je ne m'appelle pas la gare de l'Est. Et, ah non mais non, pas métro, à pied, combien de temps? Vous avez une valise, il y avait une valise chacun, vous prenez le métro là. Non. Et moi qui comprends, j'ai déjà encore rien compris, René. Il n'a pas d'argent pour prendre le métro. Alors j'ai sorti 2 tickets et j'ai donné à chacun. Je me suis fait incendier par mon camarade, qui s'est mis à hurler. Mais c'est pas vrai, tu me racontais des histoires toute ta vie. Tu étais à Auschwitz, toi. Et tu donnes 2 tickets de métro à 2 nazis? Ils sont pas responsables. Pourquoi tu veux que je les rende responsables? Est-ce que tu as vu l'âge qu'ils ont? Ils ont 17 ans, 18 ans. Regarde l'âge que nous avons, nous. C'est des gosses. C'est des gosses qui n'ont pas connu cette période-là. Ah, mais si tu vois les choses comme ça, alors là, à quelle leçon je viens de prendre? Ah, mais tu n'as pas souffert de leur donner? Oh, pas du tout. J'aurais souffert de savoir qu'ils aillent à pied avec la valise, là-bas, alors que moi, j'avais des tickets de métro qui me coûtaient pas cher, après tout. Ça, il n'a jamais pu le digérer. Est-ce que ça répond à votre question? En partie, oui. En partie. Pas tout à fait. Si. Quand est-ce que vous avez commencé à témoigner? Cette femme qui m'a accompagné à Freistadt, son père était conducteur de train. Quelle femme qui vous a accompagné à Freistadt? C'est la femme de ce directeur d'hôpital qui a fait la lettre, l'autrichienne, qui a fait la lettre au maire. Elle a décidé de venir avec nous à Freistadt. J'étais content parce qu'elle parlait allemand, etc. Son père était conducteur de train. Et quand j'étais à l'hôpital, dans les hôpitaux, parce que j'étais directeur, je travaillais avec les hôpitaux, mon camarade, ce directeur d'hôpital, aimait savoir ce qui m'était arrivé pendant la guerre, etc. Mais j'avais scrupule quand j'ai su qu'elle était autrichienne. Sachant que m'était arrivé tout ça en Autriche, je n'ai jamais voulu raconter, jusqu'au jour où son mari, de bribe en bribe, lui a raconté que j'étais déporté à Mauthausen et tout. Et cette femme était assez gênée. Et un jour, elle posait la question. Elle m'a dit, qu'est-ce que ça vous fait de manger à ma table et de coucher devant lui? Parce qu'elle me faisait coucher dans un lit de ses fils à l'hôpital. Ils avaient un appartement de fonction. Elle ne voulait pas que j'aille à l'hôtel, elle voulait que j'aille à... C'était un ami intime, très intime. Je lui ai dit, mais rien, pourquoi? Elle m'a dit, vous savez que mon père a conduit des déportés dans les trains? Et alors, je lui ai dit, c'est vous ou c'est votre père? C'est mon père. Mais je voudrais réhabiliter sa mémoire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Parce que je n'en ai pas voulu, moi, cette femme. Elle pensait que je lui en voudrais parce que son père a conduit des déportés, était mécanicien de train en Autriche. Et elle savait, il lui avait raconté, ou elle ou sa mère, qu'il transportait des déportés. Quand est-ce que vous avez parlé à vos fils de votre histoire? Quand est-ce que vous avez commencé à parler à vos fils de votre histoire? Je n'ai pas commencé à parler à mes fils de notre histoire d'une façon fortuite. Ce sont mes petits-enfants qui nous ont incités à raconter. Quand une de mes petites filles a vu le numéro gravé sur le bras de ma femme, a dit « Mémé, qu'est-ce que c'est que ce numéro ?» Et ma femme a eu l'intelligence de lui dire « Ce sont des méchants qui me l'ont fait. » Mais la gosse n'a pas accepté seulement cela. Elle voulait en savoir plus. Et ça a permis à ma femme de s'ouvrir à elle et de raconter, pas tout, certaines choses, pour ne pas la traumatiser.
Et à ce moment-là, il a fallu aussi, c'était le sujet de conversation, mais je ne me rappelle pas, mon fils est présent ici, je ne me rappelle pas l'avoir dit d'une façon ostensible, d'avoir raconté d'une façon ostensible ce qui nous est arrivé. Il y a des zones d'ombre, par exemple, j'ai mon fils qui a lu le paragraphe que j'avais écrit dans un livre, m'a dit, je ne connaissais pas telle histoire. Cette histoire, elle est à raconter parce que elle est au même titre qu'elle réhabilite la personne qui a sauvé l'humanité à une seule personne, comme je l'ai dit au début. Cette histoire a été significative. Nous n'avons pas été reçus comme il convient par le consistoire et on nous a ignorés. Mais par contre, mon patron, que j'avais retrouvé, celui chez qui je travaillais en 1943, voulait me marquer mon retour. Et quand j'ai commencé à travailler, il me dit on va aller au cinéma. Je trouvais ça insolite d'aller au cinéma, dans l'état où j'étais. Je rentrais de déportation. Il m'appelle, il me dit on va aller au plus grand cinéma de Marseille. J'ai accepté. Je dis on va aller au cinéma pour voir quoi. Il était assez. Et nous sommes arrivés à un cinéma qui était place Castellane, un grand cinéma qui venait d'ouvrir, il s'appelle le César. Et là, j'ai vu que tout le monde s'était laissé passer. Et mon patron me tenait par la main. Et nous sommes rentrés dans un couloir, dans une allée sombre, avec une ouvreuse, une torche à la main. Et toujours, elle avançait, jusqu'au moment où elle me fait monter sur une estrade. Et je me retrouve sur une estrade. Avec ce patron, M. Fernand Boeuf, qui était près de moi. Et la lumière s'éclaire, et un homme s'approche avec un papier à la main, et tous les gens se lèvent. La salle était remplie d'environ 500 personnes, qui étaient des transporteurs, des transitaires, des camionneurs, des agents de machin, toute ma profession. Et le président du syndicat fait un discours en disant « Nous avons le bonheur de recevoir un de notre famille professionnelle, qui vient de rentrer de déportation, je voudrais qu'on lui fasse un accueil chaleureux, etc. » Évidemment, quelques semaines avant, j'étais un sous-homme, et subitement je devenais un homme important. Ça vous trouble, hein? Vous ne savez plus où vous en êtes, là. Hein? Je n'ai pas pu dire 2 mots. Monsieur El-Koubi, vous m'avez dit en arrivant, c'est le dernier témoignage que je veux donner. Voilà, je sais que vous avez, dans les dernières années, vous avez témoigné, vous vous êtes adressé à des écoles. J'imagine que cette fonction du témoignage, elle vous laisse probablement à la fois, je ne sais pas, enfin c'est une question que je vous pose, elle doit vous laisser en même temps très insatisfait. C'est quelque chose qui est nécessairement lacunaire. Et en même temps, je voudrais savoir quel sens profond ça a pour vous, le fait de témoigner, le fait finalement d'accepter le fait d'accorder votre témoignage, d'être écouté. Quel sens ça a pour vous? Je vais répondre à votre question, mais auparavant, je vais terminer mon histoire, alors que je suis sur l'estrade, avec toutes ces personnes qui applaudissent à tout rompre, et qui m'offrent une coupe sur laquelle elles ont écrit « Les amis de M. El-Koubi ». Cette coupe était remplie d'argent. Elle a été passée, par la suite je l'ai su, entre les mains de tous les transitaires et transporteurs qui étaient là et qui ont rempli la coupe d'argent et que j'ai remis à ma sœur aînée quand je l'ai eue en lui disant « Je ne sais pas ce qu'il y a dedans et ne me dis jamais combien il y a dedans, c'est pour tout ce que tu as fait pour la famille. » Ça, il fallait le dire, ça. Alors, pour en venir à votre question, j'aurais tendance à dire que j'ai un goût amer. Mais je ne peux pas avoir un goût amer parce que, pas pour les mêmes raisons qu'on peut imaginer, pour d'autres raisons. La plus importante, c'est celle que j'ai trouvée la femme de ma vie. Une mère exceptionnelle, une femme exceptionnelle. Tous les talents du monde. Et vous pouvez sourire, hein.
Non, 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 mais parce que vous vous demandez si j'exagère pas parce que je suis un homme amoureux, pas du tout. Ça, c'est la première des choses. J'ai eu la chance d'avoir 2 fils. Alors qu'à toutes circonstances, ma femme me dit, tu crois qu'on voudra un jour des enfants? Et quand elle a eu le premier bébé, elle me dit, tu crois qu'on assistera à sa circoncision? C'est 8 jours après. Hein. Et puis après, tu crois qu'on assistera à sa bar mitzvah? C'était 13 ans après. C'était toujours tu crois, tu crois, tu crois. Elle ne croyait plus en rien, mais on a eu ce bonheur-là, 2 fils. Celui qui est ici est un docteur en physique. Et j'ajouterai, d'après ce que je sais, nucléaire. C'est pas n'importe qui. C'est une réussite dans la vie, non? Et deuxième aussi. Grand, très grand, en mathématiques, lui. Et mes petits-enfants qui ont... C'est un grand-père qui vous parle avec des enfants merveilleux. Il ne peut pas ne pas être ému. J'aurais pu ne pas avoir d'enfants, j'aurais pu ne pas être sur cette terre, j'aurais pu ne pas connaître cette femme, j'aurais pu ne pas voir ses fils, j'aurais pu... J'ai eu tous les bonheurs. Alors, comment je dois vous répondre? Vous vous attendez à quoi comme réponse? Je m'attends à aucune réponse particulière. Je vous pose une question. Mais je suis un homme comblé. Mais ce n'est pas la déportation. C'est un tout. C'est mon caractère, c'est mon éducation, c'est mon instruction, c'est mes rabbins, mes maîtres, mes professeurs, ma femme, mes fils, mes petits-enfants, mes amis, des amis. Et quel sens universel, quel sens universel votre témoignage peut-il avoir? Qu'est-ce que vous voulez faire passer finalement pour les gens qui vous écouteront? Je reviens toujours à ce que disait ma femme dans une interview où elle a passé à la radio. On l'a interrogée pendant 1 heure ou 2. Elle a eu du mal à dire quelque chose d'important. Je me suis demandé, et l'intervieweur lui a dit, êtes-vous marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça? Et ma femme a eu ce mot merveilleux. Pourquoi? Pourquoi tant de misère sur cette terre? Pourquoi? Je serais tenté de vous dire aussi pourquoi. Qu'est-ce que j'ai de différent de vous? J'ai un doigt de plus? Qu'est-ce que j'ai de différent du caméraman? Rien, je suis comme lui, et pourtant j'ai subi. Alors je ne voudrais pas que vous subissiez. Je ne voudrais pas que lui subisse, je ne veux pas que les autres subissent. Est-ce que je dois rester vigilant pour ça? Qu'est-ce que je dois faire? Avoir une certaine conduite. Par exemple, j'ai une entreprise que dirigent mes fils maintenant. J'étais adoré de mon personnel. Ça fait chaud au cœur, ça, hein? Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour cette interview. À moi de vous poser la question. Qu'est-ce qui vous reste de tout ça? À vous. Du sens d'humanité, de quoi? C'est quoi?